Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette émission, bien sûr, je suis accompagné du meilleur créateur de jeux de société du monde, dans mon cœur en tout cas, Théo Rivière, bonjour. Salut Zéphiriel, comment tu vas? Merci. Ça va très bien, je suis très content qu'on reprenne cette émission, ça faisait une pause un peu longue je trouve, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça a été un peu compliqué pour toi comme pour moi de trouver de la place dans nos agendas de nos agendas très remplis. Et donc je suis aussi content de refaire cet enregistrement en espérant qu'on arrive à en glisser un suivant à un timing un peu plus court. Mais on est content de vous retrouver. Sait-on jamais. Aujourd'hui, émission qui va un peu clore. J'ai l'impression en tout cas de voir tous les aspects de la création ludique sur le côté hors auteur, donc tout ce qui est professionnel autour du monde ludique. J'ai l'impression de me comprendre, mais je sais pas si c'est clair. On a vu les éditeurs, on a vu les magasins, et il nous manquait ce qui allait un peu entre les deux, à savoir le distributeur. Et c'est avec un plaisir immense que nous recevons aujourd'hui Arnaud Bourrez de Néoludis. Bonjour Arnaud. Eh bien bonjour et plaisir partagé, un vrai moment de bonheur je pense de passer ces quelques minutes, demi-heure ou heure avec vous. Écoutez, pour l'instant ça se passe bien, on va voir comment ça va se passer par la suite. Donc le but ici pour l'émission, ça va être effectivement de voir ta vision du monde du jeu, ta vision de distributeur en tant que tel, dans tout le monde ludique. Déjà essayer de faire un point sur toi directement, puis sur la présentation de Néoludis et qu'est-ce que c'est être distributeur. Et puis après on va s'infiltrer sur des questions un peu plus pointues. On commence directement par toi en fait. Donc t'as été avant de monter Néoludis, t'as bossé quelques années chez Abyss Corp. T'étais déjà finalement dans tout ce qui était le jeu ou qui touchait en tout cas à la pop culture. T'as commencé chef de produit, t'es passé à plusieurs postes jusqu'à responsable hobby market, c'est ça? Tout à fait. Alors ça remonte même un tout petit peu avant. Avant d'être chez Abyss Corp, j'étais gérant de magasin de boutique ludique. Voilà, boutique ludique et de librairie asiatique. Donc à la fois je partageais mon cœur entre le manga et entre les jeux. À l'époque, parce qu'on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit, c'était à la fin du siècle dernier. Et à l'époque, effectivement, en boutique ludique, on avait essentiellement des jeux de cartes à jeux à collectionner, un petit peu de jeux de figurines, et pas tant de jeux de plateau que ça. On était sur à la fin des années 90, donc le jeu de rôle commençait à vivre ses heures sombres, et en fait, j'étais gérant d'une boutique qui réunissait un petit peu tout ça. Dans ma jolie ville normande de Caen, je suis resté gérant pendant 3 ans d'une boutique et mon patron à l'époque avait décidé d'ouvrir une nouvelle société qui effectivement s'appelle Abyss Corp en 2003, essentiellement au démarrage pour travailler pour un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Konami et qui lançait en France un nouveau jeu de cartes à jeux à collectionner qui s'appelait Yu-Gi-Oh! Un petit truc. Voilà, et donc c'est l'origine d'Abyss Corp. Abyss Corp a été créé pour lancer Yu-Gi-Oh! En France. Et de manière un peu plus large. Directement. Pour le distribuer, pour le localiser. On s'occupait D'accord. de la traduction à l'époque, on s'occupait de ce qu'on appelle le jeu organisé. Alors je pense que, je crois que Théo connaît un petit peu, mais j'étais baigné dans un univers dans l'univers de Magic avant, et j'étais pas mal organisateur de tournois, et en fait j'avais déjà une bonne connaissance de comment mettre en place du jeu organisé. Et en fait, mon patron à l'époque, on était au début d'Abyss Corp, on était 2,5. M'a embauché comme chef de produit pour Yu-Gi-Oh! Et donc pour gérer un petit peu tout ça, à la fois trouver des gens pour nous aider à traduire, à la fois réfléchir derrière à la communication, au marketing, et puis rapidement pour mettre en place une équipe de jeux organisés qui au tout début faisait le tour des boutiques pour présenter le jeu, montrer à quoi ça ressemblait, etc. On était sur les années un peu sombres de Pokémon. Pokémon avait cartonné début 2000 et au bout de 2-3 ans effectivement il a été relativement en perte de vitesse,
les boutiques étaient relativement frileuses à l'idée de faire venir un nouveau jeu de cartes encore plus japonais d'origine et de se dire mince, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là. Et en fait, on a réussi à montrer que à la fois le jeu de cartes était super intéressant, et puis on avait une vision un peu globale puisque c'est tiré d'un manga où en fait on voit un enfant qui joue au jeu de cartes. La méta dans la méta. Quoi. Exactement, et en fait c'était un boost énorme en termes de visibilité et en termes de communication, ce qui fait que Yu-Gi-Oh! Était lancé et le début d'Abyss Corp s'est fait là-dessus. D'accord. Toi, t'es joueur de base, tu l'as dit un peu de Magic, parce que t'as organisé des trucs, donc j'imagine que t'étais joueur de ton côté. T'étais rôliste aussi ? J'étais rôliste, je suis une génération un peu au-dessus. J'ai 45 ans maintenant, donc effectivement dans les années 80 ado, j'ai découvert le jeu de rôle. J'ai découvert par des trucs aussi larges que l'œil noir par exemple, ou Casus Belli ou autre. Donc j'étais rôliste au début, alors de manière très light, avec des amis, on sortait du collège ou du lycée, voilà, et on s'éclatait là-dessus. Donc j'ai été baigné là-dedans. J'ai un peu perdu le fil en arrivant à l'université, et c'est là effectivement quelqu'un m'a fait connaître Magic. Comme toute personne un peu rôliste de l'époque, la vraie difficulté c'était de trouver du temps, d'avoir suffisamment de copains prêts à jouer toute une après-midi, toute une soirée ou toute une nuit, et puis d'essayer d'avoir une continuité sur les campagnes, sur ce genre de trucs. Donc Magic avait cette simplicité où sur une table de bar en une demi-heure t'as fait une partie et tu t'es bien marré quoi. C'est le faux t'as du temps, parce qu'en vrai tu mets énormément de temps à côté. Tu mets énormément, Magic, exactement, t'as tout à fait raison. C'est la fausse excuse entre guillemets. Et tout ce qui est jeu de plateau, tu as commencé à baigner de quand je parle du jeu moderne. Le jeu moderne, alors à l'époque il y en avait un peu. On a fait des choses comme Blood Bowl, on a rencontré effectivement des jeux comme Full Metal. Enfin, il y avait pas mal de jeux à l'époque qui commençaient à poindre, mais pas tant que ça, mine de rien. Et puis je suis arrivé moi par la petite porte derrière de ce qui était jeu ambiance. Donc des jeux à la guillotine à l'époque, il était une fois, des trucs qui justement nous permettaient en tant qu'étudiants de partager à plusieurs et de bien se marrer, de passer un bon moment. Et donc petit à petit, comme tout le monde, je suis rentré via Carcassonne, Seven Wonders, etc. Mais c'est vrai que j'ai perdu le fil en arrivant chez Abyss en 2003 sur tout ce qui était jeu. Bizarrement, quand on travaille dans ce milieu, on a quand même beaucoup moins de temps pour jouer. Et puis, je commençais à avoir ma vie d'adulte avec des enfants, avec une femme, etc. Et j'ai retrouvé le jeu de plateau de manière assez récente, en fait. Quand chez Abyss Corp, alors je vais vous expliquer un petit peu la transition. Comme je vous l'ai dit, chez Abyss Corp, on s'était lancé sur les jeux de cartes à jouer à collectionner, donc Yu-Gi-Oh! Démarrage. Au tout début, on avait commencé à faire gonfler notre catalogue en faisant un petit peu de jeux de rôle, un petit peu de jeux de plateau justement, un petit peu d'accessoires pour cartes, de dés, ce genre de choses. Et en fait, en 2007, mon patron chez Abyss Corp a décidé de se lancer dans des produits dérivés, donc a commencé à acheter des licences et à fabriquer des mugs, des posters, des t-shirts, tout plein de produits qui sont liés à des produits sous licence, donc des produits dérivés. Et en fait, Abyss Corp a eu cette double casquette, à la fois distributeur de produits ludiques, de jeux, et à la fois un développement en marque propre de produits dérivés. Et pendant longtemps, cette partie distribution a été trustée par tout ce qui est jeux de cartes à jouer à collectionner, justement, qui sont très phagocytants en termes d'énergie, en termes de temps et en termes même de chiffre d'affaires, mine de rien. Au-delà du Yu-Gi-Oh!, on a distribué Magic pendant 8 ans. On a distribué les autres jeux de cartes à collectionner de l'époque. Il y avait World of Warcraft qui est passé par chez nous. Il y avait Dofus, le jeu d'Ankama aussi, qui était passé par chez nous. Bref, il y avait pas mal de jeux de cartes à jouer à collectionner. Et il se trouve qu'en 2015, on a arrêté de distribuer Magic, qui nous prenait vraiment une très grosse énergie. Et c'est à partir de 2015, on a décidé de relancer au sein d'Abyss Corp notre catalogue jeu. Ça correspondait à la fin d'un distributeur qui s'appelait Millennium. Donc on a pas mal repris à l'époque différents éditeurs de jeux de rôle. Et puis on a tendance à dire que la vie c'est d'abord des rencontres, c'est un peu ça. J'ai croisé à l'époque pas mal de jeunes éditeurs de jeux de plateau.
Il y avait déjà pas mal de distributeurs qui étaient en place, au-delà d'Asmodée, Yellow, qui était déjà très fort à l'époque, BlackRock qui commençait à se lancer et qui était déjà bien installé. Et nous, on a cherché à apporter à la fois l'expérience qu'on avait pu avoir sur les jeux de cartes à jouer à collectionner et puis ce qu'on savait faire en termes de distribution pour commencer à bosser avec des jeunes éditeurs. Et c'est à l'époque où on a démarré avec Charles Super Meeple, avec Guillaume de chez Ori Games, qui lançait Renegade en France sur le studio français. J'ai croisé Vincent de chez Lucky Duck Games qui sortait son premier jeu à l'époque, Viking Gone Wild. Bref, j'ai commencé à rencontrer tout ce petit monde, à leur expliquer que la distribution, on connaissait pas mal et qu'on avait envie d'ouvrir notre catalogue à un peu plus de jeux désormais. Et c'est comme ça que je suis revenu. Là, t'étais toujours chez Abyss Corp? Ouais, j'étais toujours chez Abyss Corp en 2015. D'accord. Voilà. En fait, c'est là où je suis passé, moi, chef de produit. Responsable de la partie Hobby Market, excuse-moi. Ouais. Où effectivement, j'ai commencé à intégrer des nouveaux éditeurs à notre catalogue pour combler le trou qu'avait fait l'arrêt de la distribution de Magic, et où on a commencé effectivement à être reconnu par les boutiques pour autre chose qu'un distributeur de jeux de cartes à jouer à collectionner, et à rentrer un petit peu plus dans ce milieu du jeu de plateau moderne. Voilà. Qu'est-ce qui a fait vous avez perdu le contrat avec la distribution Magic? C'est quoi? Ils sont passés sur un distributeur perso? Qu'est-ce qui a changé sur ça? Alors, juste pour la... Ouais, pour l'histoire. J'allais dire, j'adore les histoires et j'adore les anecdotes. Donc au contraire, avec plaisir. Moi aussi. Magic à l'époque, on a commencé à bosser en distribution sur Magic en 2008. Et ça se passait très bien puisque à l'époque ils avaient une méthode de distribution qui était liée à un territoire et à une langue. Donc à l'époque en 2008 on était distributeur de Magic en français. Il y avait un distributeur pour la version française, un distributeur pour l'Angleterre, la version anglaise, un distributeur pour l'Allemagne pour la version allemande, pareil pour l'Italie, l'Espagne, bref, ils bossaient avec des distributeurs sur leur propre territoire. Et il se trouve qu'à partir de alors j'ai pas envie de dire de bêtises, on va dire 2013-2014, ils ont décidé de reprendre le modèle qu'ils avaient aux États-Unis, à savoir plusieurs distributeurs pour tous les territoires possibles. Donc, en tant que distributeur de la langue française, on avait désormais accès à l'ensemble des autres langues, des autres pays. Donc, on pouvait vendre du Magic en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Et Wizard, qui à l'époque avait une vingtaine de distributeurs liés à cette précédente distribution, souhaitait petit à petit réduire son nombre de distributeurs. Avec pour objectif que leurs distributeurs européens deviennent des distributeurs internationaux. Donc ils ont axé toute leur politique de développement là-dessus. Ils nous demandaient justement de prospecter à l'export à grande échelle et d'essayer effectivement d'agrandir notre distribution. La difficulté, c'est que par rapport aux États-Unis, l'Europe, notamment les coûts de transport, n'ont absolument rien à voir. Et envoyer des jeux au fin fond de la Grèce, ça coûte 3 bras. Autant vous dire, alors vous connaissez peut-être un petit peu Magic, mais les marges sont plutôt très réduites. Et c'est très compliqué d'être compétitif pour un distributeur français auprès d'une boutique grecque par rapport à son distributeur grec. Donc il aurait fallu que Abyss Corp, pour la distribution de Magic, commence à installer des entrepôts un petit peu partout pour simplifier cette distribution. Or, comme la marge était relativement courte, c'est des gros investissements, et ça reste très compliqué de se dire qu'on va investir beaucoup d'argent pour la distribution d'un jeu sur lequel on n'est pas nous-mêmes propriétaires de la chose, et malgré les contrats de distribution, demain, si on le perd demain, quel est l'intérêt d'avoir développé des... Et quand bien même, ton acheteur grec, il a quand même une partie de son distributeur qui est sur place aussi, ou qui a peut-être des contrats plus intéressants. Quoi qu'il arrive. Tout à fait compris, c'est exactement ça. Et donc, malgré cette demande, j'allais dire, tous les 6 mois, il y avait le nombre de distributeurs qui réduisait petit à petit. Et je crois qu'on a, en 2015 ou 2016, décidé d'un commun accord d'arrêter là, parce qu'on devait être dans les 5 derniers, quelque chose comme ça. Et plutôt que de partir vers l'export, en fait, on avait renforcé encore plus notre distribution sur le territoire français. On avait fait beaucoup de travail auprès des boutiques, donc 95% de nos ventes étaient encore le territoire français. Et ce qui fait que, y compris les distributeurs étrangers, n'arrivaient pas à pénétrer notre territoire non plus.
Tout simplement parce que en termes de service, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la distribution, mais en termes de service et en termes de tarification, on était correct, mais surtout on était très proche de nos magasins, on anticipait pas mal les sorties avec eux. Alors je sais pas si vous avez suivi Théo peut-être un petit peu à l'époque, mais il y avait beaucoup de produits qui étaient quasiment en rupture dès la sortie. C'était fou, c'était une époque compliquée pour ça. Effectivement, Exactement. ils avaient multiplié les produits, ils faisaient des produits exclusifs, et c'était à la fois pour les boutiques, et j'ai pas vécu le côté distributeur, mais à la fois côté boutique et côté joueur-joueuse où j'avais eu des retours. C'était compliqué. C'était quoi. l'enfer. Les boutiques avaient un contingent de trucs, mais du coup c'était que pour les meilleurs clients et clientes. Enfin, tout était compliqué, c'était vraiment le bazar. C'était Quoi. hyper compliqué. La politique de Wizard à l'époque, c'était de dire on va mettre sur le marché un booster de moins que la demande. Sauf que on est. C'est quoi? C'est pour booster, sans jeu de mots, les ventes, pour donner la rareté du truc. C'est exactement ça. C'est pour donner un coup de boost au moment des sorties. Que les joueurs se précipitent sur les nouvelles séries pour acheter tout ce dont ils ont besoin dès le début et pouvoir assez rapidement derrière sortir une autre nouveauté qui marchera aussi bien que la précédente. Avec l'objectif, Magic à l'époque, il y avait une sortie tous les 3 mois en moyenne, et ça a même accéléré notamment à cause du Yu-Gi-Oh qui avait une sortie quasiment tous les mois. Et Wizard s'est dit on va multiplier les produits. Alors c'est pour ça qu'ils ont lancé pas mal de trucs à l'époque. Il y avait les kits de construction de deck, il y avait pas mal de choses un peu nouvelles. Et on s'est retrouvé assez rapidement avec une sortie tous les 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et l'objectif de Wizard, c'était qu'au bout d'1 mois et demi, la sortie précédente soit plus présente en magasin et que ça laisse suffisamment de place pour la nouvelle. En soi, c'était pas complètement idiot en termes de mécanique, et loin de moi de les traiter d'idiots, au contraire, si Magic en est là aujourd'hui, c'est qu'ils sont loin d'être bêtes. Mais par contre, effectivement, la gestion pour les boutiques et pour le distributeur, c'était clairement l'enfer. Mais la frustration client doit être c'est ça, c'est qu'on aussi, était nous en frontal avec les boutiques qui pouvaient pas avoir les quantités qu'elles nous réclamaient, et que les boutiques derrière elles étaient en frontal avec les joueurs qui ne pouvaient pas non plus avoir les quantités qu'ils voulaient des boosters, des séries ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une année très compliquée, et même pour nous en tant que distributeurs, c'était assez dur à vivre, parce que commercialement parlant, pour Wizard, honnêtement, on pesait pas grand chose parce que ils avaient rien à pousser chez nous, puisqu'on leur demandait de commander plus que ce qu'ils étaient capables de nous livrer. Et c'est un peu pareil pour les boutiques. C'est qu'on passait notre temps effectivement à échanger avec les gérants en disant écoute, j'ai réussi à te récupérer une boîte de plus, 2 boîtes de plus dans un coin, tu vas pouvoir servir un client de plus. Bref, c'était de la gestion de rupture, et c'est très fatigant à vivre au quotidien. C'était vraiment épuisant. C'est pour ça que je parle vraiment de bouffer d'air frais, d'avoir arrêté Magic à l'époque, et d'avoir la possibilité de faire autre chose, parce que c'était lourd à vivre réellement. Maintenant, on va pas cracher dans la soupe, c'était rémunérateur, même si les marges étaient courtes. C'est une période faste pour ça. C'était en termes de chiffre d'affaires, c'était une belle période. Maintenant, quand tu faisais le calcul à la fin de ce que tu gagnais réellement, parce que les marges sont vraiment très serrées, tu te dis c'est compliqué, Et c'est des échanges qu'on a pu avoir aussi avec des boutiques. Il y a des boutiques qui, à l'époque, il y avait des grosses guerres entre les revendeurs internet et les boutiques physiques. Et le meilleur conseil qu'on pouvait donner aux boutiques, c'est ne joue pas tes ventes de Magic que sur le prix. Déjà, ça sert à rien parce que le produit est tout le temps en rupture. Et deuxièmement, tu vas épuiser ta trésorerie pour au final gagner moins d'argent que si tu avais mieux margé en vendant 3 fois moins de boîtes, quoi. Donc c'est vrai que c'était une période un peu compliquée là-dessus. Voilà, je crois que ça s'est arrangé depuis, j'espère. Je suis ça d'un peu loin. Mais à l'époque, j'ai pas l'impression, pour clore le côté Magic, j'ai pas l'impression que les boutiques soient en rupture. Sur internet, on est vite en rupture sur les nouvelles sorties, mais en boutique, en tout cas, on arrive assez régulièrement à trouver des boosters ou des trucs très régulièrement, et même sur les anciennes éditions. Ouais, je pense que ça a changé. Je pense qu'ils ont compris que c'était pas forcément la meilleure méthode pour continuer à agrandir leur vivier de joueurs, entre guillemets, et puis toujours. Il y avait vraiment cette notion de partage d'expérience dans Magic, il y a toujours, où c'est une vraie expérience de faire une avant-première et autres, et c'est ce qu'ils mettent en avant. Et c'est un petit peu, pour faire la transition, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le jeu de société moderne. Cette notion du tu vas passer un bon moment.
Voilà. Et ça, tu vas t'en souvenir parce que le jeu t'aura procuré des émotions, du partage, du rire, enfin voilà, plein de choses. Mais c'est amusant parce que le côté rupture sur un jeu, enfin Théo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que on en avait déjà parlé avec Libellude, je crois, que en fait avoir un jeu en rupture, personne ne veut ça en fait. Personne ne veut que les magasins n'aient plus de jeux et qu'ils aient tout vendu sur 3 jours et qu'en fait ils peuvent plus proposer le jeu derrière. Ouais, non, clairement, il y a un espèce de fantasme des fois qui ressort sur les internets des joueurs et des joueuses qui disent « Ah non, mais il faut une rupture pour créer de la demande et qu'après tout le monde ait envie de... » Et personne prend ce risque-là. Aujourd'hui, il y a une telle densité de sorties que, en fait, ne pas avoir un jeu en boutique pendant... Et les ruptures sont facilement longues dans le milieu parce que produire un jeu, c'est long, encore plus en 2022 qu'avant. Mais ne pas avoir un jeu pendant 4, 5, 6 mois parfois, des fois même un petit peu plus, c'est vraiment l'inquiétude de se dire, en fait... Le jeu il va revenir et tout le monde va l'avoir oublié, les boutiques auront plus envie de le reprendre, il n'y aura plus de stock. Donc il y a des ruptures, c'est certain, elles sont jamais volontaires par les éditeurs, en mode comme ça on va créer de la demande, non, c'est toujours un déchirement pour tout le monde quand il y a une rupture. Ah, je confirme, hein, c'est même une grosse... allez, je vais jusque-là, c'est même une grosse connerie. Hein. De penser qu'une rupture peut aider un jeu, au contraire. C'est vraiment pas une bonne politique que d'essayer de mettre ça en place, parce que Théo l'a très bien dit, il a tout à fait raison. Ça nous est même arrivé, hein, qu'un jeu revienne au bout de 4 mois, 6 mois, et tout le monde l'avait oublié, et au final, tu te retrouves avec une prod de trop, quoi. Oui, t'as plus le côté pétillant de la sortie qui fait vendre. Et je pense que en tant que magasin, tu dois bien rager de voir les occasions qui se revendent derrière, parfois en augmentant les tarifs parce que la rareté fait l'augmentation du truc, quoi. Comment, pour reprendre et arrêter de digresser sur Magic, même si c'est ultra intéressant parce que j'adore ce jeu, comment est venue l'envie du coup de monter donc ta propre aventure sur Néoludis en février 2021? Alors c'est exactement ce que j'ai commencé à te dire tout à l'heure en partant un peu dans tous les sens. C'est un de mes problèmes, c'est quand je parle, je commence à aller assez loin. Écoute, à partir de 2015, 2016, la fin de Magic chez Abyss, j'ai vraiment fait des rencontres. Je parle de Charles Super Meeple, je parle effectivement de Guillaume Ori Games, de Vincent de Lucky Duck, et de rencontrer des gens qui parfois devenaient d'univers complètement différents et qui voulaient se lancer justement dans cette aventure du jeu de plateau moderne, et avec des moyens très faibles au démarrage. Charles, je crois qu'on s'est connus au début, ça devait être leur premier jeu, Mexica ou Tikal, donc premier ou deuxième, lancement effectivement de jeux plutôt experts en réédition, sur des volumes qui sont au démarrage très faibles en termes de vision de marché, et puis au fur et à mesure échanger avec les éditeurs, leur apporter moi mon expérience de ce qu'est la distribution, et puis se retrouver dans un milieu qui est en plein essor depuis 5-10 ans maintenant peut-être, grand max, et avec plein de choses à faire et plein d'envie de se dire étant donné qu'on est vraiment dans cette possibilité de tester des choses, y compris au niveau de la distribution, moi j'ai envie d'apporter l'expérience que j'ai pu connaître avant sur des cadors justement en termes de visibilité, de force marketing, comme peut l'être Wizard of the Coast justement, ou même Konami à l'époque sur Yu-Gi-Oh! Et autres, et d'essayer de vous apporter cette expérience-là dans ce milieu du jeu avec des jeunes éditeurs qui se lancent, et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à gagner en visibilité, à échanger avec les boutiques et vous apporter justement des plaisirs ludiques qui sont différents de ce que vous avez pu connaître avant, et c'est vraiment cette manne-là qui m'a motivé dans l'idée à la fois d'agrandir d'abord le catalogue chez Abyss Corp, d'échanger l'année dernière avec mon patron, enfin l'année d'avant, après des années de Covid qui étaient un peu compliquées, sur l'idée de dire c'est un milieu qui est en plein boom, j'ai envie d'y rester, j'ai fait des rencontres avec des gens qui ont envie qu'on les accompagne encore plus, qu'on aille un peu plus loin avec eux. Est-ce que Abyss Corp est prêt à investir un petit peu plus? J'avais besoin d'agrandir un peu mes équipes, de sentir que ma direction me suivait dans cette idée-là. Ou est-ce que
comme je me doutais un petit peu, la double casquette d'Abiscorp sur ce distributeur et sur surtout ce lancement de marques produits dérivés Abistyle qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui est devenu plus important que le reste chez Abyss, c'est la vraie politique de l'entreprise. En toute transparence, mon patron se connaissait depuis 20 ans. Il m'a dit écoute Arnaud, tu fais du bon boulot, ça se passe très bien sur ta partie hobby market et voilà. Par contre, on va la continuer si ça continue, mais on n'ira pas forcément beaucoup plus loin. Et je savais que le point de rupture avec certains éditeurs qui avaient besoin qu'on les accompagne plus risquait d'arriver assez rapidement. Et j'avais pas envie de perdre cette relation-là. Et je peux me sentir comme un meneur sur quelques trucs, mais lancer sa propre boîte après une année de Covid un peu compliquée, la réflexion elle n'est pas toujours simple. J'ai eu la chance via Abiscorp d'avoir des collègues avec qui je bossais et avec qui je m'entendais plutôt bien, et je savais qu'on était capable de faire quelque chose de chouette ensemble, mais il fallait entre guillemets quelqu'un pour mettre le pied à l'étrier, soit à savoir moi, et surtout par rapport à mes éditeurs, avoir la confiance du fait qu'ils avaient envie de me suivre dans cette nouvelle aventure. Parce que certains commençaient à être très gros, commençaient effectivement à avoir des responsabilités importantes en termes de volume. Donc il fallait que j'arrive à les convaincre de dire ça se passait très bien chez Abyss, qui est une grosse boîte, qui était devenue une grosse boîte, puisque quand je suis parti, il y avait à peu près entre 250 et 300 personnes, quelque chose comme ça. Donc Abyss qui était devenue une grosse boîte et qui avait des moyens financiers quand même assez solides. Et moi, l'idée de me lancer dans une nouvelle aventure et de lancer Néoludis, nouveau distributeur, je savais que j'avais 2 de mes collègues qui étaient prêts à me suivre, j'en ai récupéré un de plus, j'ai recruté une autre personne qui venait de chez Hasbro, justement, que je connaissais depuis fort longtemps, de chez Wizard, pardon, que je connaissais depuis fort longtemps, et à 4 au démarrage, de se lancer dans cette aventure en se disant, on quitte Abyss, dans lequel l'ensemble des éditeurs pesait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut que très rapidement on leur assure les mêmes volumes et qu'on les accompagne dans la continuité de leur développement. J'ai eu la chance que 99% d'entre eux m'aient dit banco, vas-y Arnaud, on te suit, on a confiance quoi. Et justement, pour rebondir sur le rôle du distributeur et rentrer un peu plus dans Néoludis, est-ce que tu arriverais à expliquer assez simplement quel est le vrai rôle d'un distributeur, parce que j'imagine que c'est pas juste prendre des boîtes A chez l'éditeur et les amener en point B chez le magasin quoi. On est là pour accompagner les éditeurs dans la mise en marché de leurs jeux. On est vraiment l'interface entre les éditeurs et les boutiques. L'objectif, aujourd'hui, le travail d'un gérant de boutique, il est de s'assurer de pouvoir commander des choses qui vont se vendre dans sa boutique et de gagner de l'argent dessus. La difficulté aujourd'hui, notamment des boutiques spécialisées, c'est que ça reste des petites boutiques pour la plupart, entre 1 et 3 personnes dans 80% des cas, que au-delà de commander des jeux, il faut aussi qu'ils commandent des jeux de cartes, mais aussi qu'ils s'occupent de leur trésorerie, du ménage, de nettoyer la vitrine, de renseigner les clients. S'ils devaient chacun avoir affaire à l'ensemble des éditeurs du milieu du jeu, je pense qu'ils auraient à peu près 200 contacts différents pour pouvoir commander leurs produits. L'idée d'un distributeur, c'est de permettre à nos éditeurs d'avoir une visibilité qui soit un petit peu plus commune et d'avoir un interlocuteur qui soit justement dédié à cette fonction commerciale auprès des magasins. Alors dans notre milieu, c'est plus des technico-commerciales puisqu'on a plus tendance à pitcher les jeux que simplement à chercher à les vendre. Mais le rôle du distributeur, il est vraiment là. Il est vraiment d'accompagner les éditeurs dans la visibilité qu'ils vont pouvoir avoir dans les boutiques derrière. C'est un peu l'idée du truc. Alors c'est un peu théorique comme ça, mais c'est échanger avec les éditeurs sur leur sortie, sur leur volume, sur le côté communication marketing. C'est leur apporter des solutions logistiques justement, parce que c'est pas le tout de fabriquer ces jeux, il faut les transporter, il faut les stocker, de décider ensemble de leur tarification, des prix de vente et des remises qu'on fait au niveau des magasins, et puis derrière de pouvoir leur apporter
notre expérience sur ce côté distribution, notre catalogue client, puisque mine de rien, le rôle premier d'un distributeur, c'est d'avoir un catalogue de boutiques les plus liés aux produits qu'ils distribuent. Donc, les fameuses boutiques. Je reviens juste sur un point. Tu parlais de les conseiller sur les prix de distribution, par exemple. Vous avez parfois la façon dont je l'entends, et Théo, tu me rattrapes si j'ai une bêtise, quand on parlait justement avec des éditeurs, eux avaient cette logique de calcul du prix de vente final, parce que quand tu rajoutes ta fabrication et ainsi de suite, mais c'est-à-dire que vous allez aussi intervenir avec eux en amont sur une création, par exemple, de se dire vous devriez pas le vendre plus qu'eux, par exemple, pour essayer d'aller de faciliter la vente ou faciliter la commercialisation. Il y a des logiques de marché aujourd'hui. On a beau être dans un milieu sympathique, il y a quand même des logiques de marché qui font que un jeu d'ambiance où il y a 50 cartes dedans, si tu le vends à 50 €, tu vas avoir beaucoup de mal à le vendre, clairement. Donc effectivement, on leur apporte notre expérience par rapport au prix de vente généraux du marché. Qui permet justement de les aiguiller sur le fait que si tu sors tel jeu, il faudrait mieux qu'il soit dans telle tarification. Donc à toi aussi de prendre en compte cet élément-là pour qu'au niveau de l'édition, tu puisses te dire, bon, alors si on est sur un jeu qui va être plutôt dans les 40-50 €, qu'est-ce qu'on importe pour ce tarif-là auprès du consommateur final, et comment est-ce que je peux matcher l'édition de mon jeu par rapport à ce que j'apporte justement comme expérience ludique derrière. Donc l'idée, c'est quand même de dire, bah oui, il y a certains jeux, il faudrait mieux qu'ils soient peut-être 5 € moins chers parce que notamment pour travailler avec des gens de la GSS ou de la GSA. Alors grande surface spécialisée, grande surface alimentaire, donc pour les spécialisés, la Fnac, Cultura et autres, c'est plus facile pour nous de chercher du volume sur un public plus large si ton prix de vente de ton jeu va être inférieur à 30 € par exemple. Donc l'idée, c'est essayer de se dire, bon là on est vraiment sur clairement un jeu familial. Si tu sors un jeu familial à 60 €, tu vas rater ta cible quelque part. Théo, toi, t'avais déjà eu ce genre d'information. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on parle de ça, que le distributeur peut intervenir en tant que conseil sur et la fabrication et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, et sur aussi la tarification globale du jeu. Est-ce que c'est moi qui ai loupé un truc, ou c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas vu avant ? En fait, je pense que ce qui fait qu'on n'a pas tant évoqué avant, c'est qu'on n'a pas tant discuté avec... notre émission avec un éditeur, c'était Libellut, qui est distribué par Asmodée. Et Asmodée a des logiques un peu différentes, puisqu'Asmodée a des logiques de groupe. Et la plupart du temps, en fait, il y a des équipes qui vont gérer cette partie-là directement chez Asmodée. Et donc, c'est moins une relation indirecte, on va dire, même si la relation entre un éditeur et son distributeur est souvent assez forte, elle est moins directe. Mais c'est clair que moi, en tant qu'auteur, c'est un discours qui existe depuis un certain temps, existe de plus en plus. Et aujourd'hui, signer un jeu avec un éditeur, c'est attendre régulièrement une sorte de validation, au moins une discussion avec le distributeur à un moment, pour s'assurer que le distributeur ait aussi le sentiment que le produit soit satisfaisant à la fin et qu'il va pouvoir le défendre. Là où les éditeurs ont toujours une grande liberté d'action, c'est vraiment pas le distributeur qui décide à 100%, mais c'est pas rare aujourd'hui d'avoir cette information-là, de dire tiens, nous on a bien aimé ton proto, on a envie de le faire, on pense que c'est un jeu à 35 €, on va en discuter rapidement avec notre distributeur pour s'assurer que tout se passe bien avec lui, pour voir un peu ce qu'il en pense. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque à la fin le distributeur est aussi en charge de vendre le jeu, donc il a généralement un avis qui est pertinent. L'autre élément qui change aussi, c'est qu'il y a de plus en plus, le distributeur est consulté pour une notion de partage du marché et de s'assurer que tout va bien. Typiquement, si jamais un éditeur distribué par Néoludis se dit je vais sortir l'année prochaine une nouvelle gamme, c'est une gamme jeu de joueurs pour à peu près à 20 € avec un petit matos dans un format de boîte carrée, et qu'il y a un deuxième éditeur qui a le même projet, bon là je pousse un peu, mais ça paraît vrai d'avoir des gammes qui se chevauchent. Ponctuellement, c'est aussi le rôle du distributeur de dire attention les gars, toi tu veux faire ça, lui veut faire ça aussi, il faut qu'on en discute pour trouver un moyen que vous marchiez pas directement sur les pieds, et que vous sortiez pas éventuellement la même semaine, voire le même jour, quoi.
Oui, c'est amusant en fait. Dans mon schéma, ça me donne un peu l'impression que chacun est client de l'autre à un moment. C'est-à-dire, t'as quand même l'auteur qui va essayer de vendre son jeu à un éditeur, l'éditeur qui va essayer de le vendre au distributeur, le distributeur qui va essayer de le vendre à la boutique, donc c'est vraiment un enchaînement de cohérent sur la globalité du parcours. Et c'est intéressant du coup de voir et de savoir que tout le monde communique un peu en amont pour essayer de faciliter les informations et le marché qu'il va y avoir en final, quoi. C'est Arnaud, carrément ça, hein, excuse-moi de te couper, mais c'est carrément ça, Zéphiriel. Non, vas-y. Moi, la relation que j'ai avec mes éditeurs, elle est là pour amener du conseil. À aucun moment, je ne fais un point de blocage de quoi que ce soit. L'éditeur est maître du jeu qu'il édite. J'irai jamais lui dire ah bah tiens ta boîte elle est bleue, ce serait mieux si elle était rouge. J'ai absolument pas mon mot à dire là-dessus. Il y a un gros travail entre l'éditeur et l'auteur pour rendre au mieux la qualité du travail de création qu'a pu faire l'auteur et c'est donc l'éditeur qui est complètement maître là-dessus. Moi je lui apporte une visibilité supplémentaire de ce qu'on connaît du marché, de comment on travaille les magasins, de comment on travaille avec les magasins, effectivement aussi de ce qu'on peut entendre à droite à gauche en termes de retour d'expérience sur des jeux qui peuvent être similaires et qui seraient déjà précédemment sortis, y compris sur une visibilité qu'on peut donner à l'éditeur sur les plannings de sortie des différents jeux. Forcément, si tu as un jeu qui sort en plein moment fin octobre, au moment des scènes, il est clairement noyé au milieu de plein d'autres jeux, mais il y a une cohérence pour le sortir à ce moment-là, puisqu'il y a un salon important et qu'en fonction de l'importance que tu vas donner à ton jeu et du public touché, c'est important d'être à ce moment-là. Bref, on est vraiment dans cette notion de conseil et d'accompagnement. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, on a d'importantes discussions avec nos éditeurs pour partager sur toutes ces idées-là et pour ensemble essayer d'optimiser au mieux la sortie de son jeu, ses volumes, sa visibilité, sa connaissance auprès des professionnels. Donc organiser des journées pro, aller voir les boutiques pour montrer les jeux, pour les expliquer et autres. Bref, on a une cohérence du début de l'édition du jeu jusqu'à sa mise en marché, d'échanges avec les éditeurs pour essayer effectivement d'être les plus performants possibles. Pour revenir un peu à la création de Néodulis, comment ça se passe les premiers pas quand tu montes une société de distribution? Quelles sont les premières vraies steps? Tu as dit tout à l'heure, tu trouvais des associés qui s'y connaissent pour lancer un peu le truc, avoir tes premiers contacts dans l'édition, et éventuellement là, de par Abyscorp, tu avais déjà effectivement pas mal de premiers contacts. C'est quoi ensuite les vrais steps importants? Alors, moi j'avais une vraie chance. C'est que je partais pas d'Abyscorp sans rien, puisque les éditeurs m'ont suivi. J'avais déjà une base, je vous l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, une base de chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller voir des banques et autres pour chercher un peu de financement pour lancer une boîte quand tu as déjà quelque chose d'un peu solide. Après, une grosse partie du travail du distributeur, ça reste aussi la partie logistique, mine de rien, puisque il faut parfois en très peu de temps assurer une mise en marché des jeux et être capable de livrer peut-être 300 à 500 boutiques en 3 jours sur un jeu qui doit sortir forcément cette semaine-là et qui potentiellement pourrait avoir un petit peu de retard au moment de l'arrivage. Donc il faut avoir un suivi logistique qui est important. Donc le gros boulot pour un distributeur, au-delà de ses équipes au démarrage qui sont essentiellement des équipes de vente, c'est de réfléchir à cette partie logistique, d'arriver à trouver un prestataire ou de créer soi-même son unité logistique, sachant que ce sont des coûts qui sont relativement importants, puisque derrière tu es garant du stockage et de la distribution des jeux. Donc l'éditeur qui va fabriquer son jeu, il va en fabriquer peut-être 5000 ou 10 000, il livre l'entrepôt du distributeur qui derrière se charge de les redispatcher dans l'ensemble des magasins et dans l'ensemble des canaux de revente derrière. Donc le plus dur pour moi en février de l'année dernière, c'était mine de rien de trouver un partenaire logistique. J'avais pas envie, c'était trop coûteux. Et j'avais pas envie de ça au démarrage, de gérer ma propre logistique. Donc forcément, il y a plein d'entreprises pour lesquelles c'est le métier de gérer de la logistique. J'ai tapé à la porte d'un petit peu tout ce petit monde pour essayer effectivement de leur montrer ce que j'attendais de mon logisticien et de comment notre marché était quand même un peu particulier.
puisque au-delà de certains éditeurs qui peuvent être un peu importants, un peu gros et pour lesquels l'édition et les livraisons sont très carrées et pour lesquels ça fonctionne bien, ça nous arrive de travailler avec des plus petits éditeurs qui pour certains viennent même livrer leurs jeux eux-mêmes avec leur camionnette, si je puis me permettre, pour économiser un maximum de coûts. Et j'avais pas envie de perdre ces gens-là en travaillant avec une grosse entreprise de logistique qui à la fois a un intérêt en termes de dimension et de capacité de traitement, mais qui faisait perdre un petit peu ce côté un peu humain, justement, de pouvoir travailler avec des tout petits éditeurs et de se dire, effectivement, sa palette qu'il a livrée, elle a été un peu livrée à l'arrache et sans prise de rendez-vous, mais ce serait bien qu'on l'accepte quand même parce que son jeu il sort dans 2 jours et qu'on en a besoin, quoi. Donc, j'ai commencé à chercher un prestataire. Il y en a un très gros dans l'est de la France qui est notamment une boutique de revente et auprès des particuliers, un VPCiste assez connu qui propose des solutions logistiques. Maintenant, moi étant complètement de l'autre côté en Normandie, je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure idée du monde et puis c'était déjà effectivement un prestataire très occupé. Donc je suis allé frapper à la porte de gens que je connaissais un peu, puisque j'ai assez rapidement laissé tomber l'idée de passer par un logisticien pur qui n'était pas tellement adapté à nos produits et à notre manière de fonctionner. Et en fait, je suis passé par Play-in, ex Magic Bazar, qui à l'époque avait des entrepôts en région parisienne dans lesquels il commençait à faire notamment de la logistique B2C pour certains éditeurs, pour leur propre boutique ou du SAV et autres. Et Stéphane Tichadou, que je connaissais depuis pas mal de temps, je lui ai proposé de dire écoute, moi je cherche un prestataire logistique, ça m'intéresserait éventuellement qu'on bosse ensemble, est-ce que ça te tente? Il a dit oui et pour le moment tout se passe bien. Voilà, donc ça c'est un des gros morceaux pour un distributeur, de chercher effectivement une solution logistique, parce que la logique de Néoludis, c'est de travailler avec une marge assez réduite. Mon idée globale de la distribution par rapport au jeu de plateau, c'est que l'éditeur doit être la partie pour moi qui doit continuer à gagner le plus d'argent dans ce milieu du jeu de plateau, à la fois pour nous donner des jeux de qualité, à la fois pour rémunérer correctement à la fois les auteurs et illustrateurs, et puis parce que globalement sans leur jeu, un distributeur n'a rien à vendre et une boutique n'a rien à vendre non plus. Donc la logique de Néoludis, c'était de travailler avec une marge plutôt réduite et plutôt serrée. C'est délicat hein, ce discours, je trouve, sur justement qui doit gagner le plus d'argent dans la chaîne de production d'un jeu. C'est vraiment c'est hyper touchy. C'est pas simple. C'est pas simple, hein, j'imagine. Enfin, Théo, je sais pas comment toi tu le vis justement en étant passé côté édition et maintenant en étant auteur. C'est pas le discours le plus simple, je trouve. Ouais, c'est toujours compliqué de voir exactement où est-ce qu'on se place, quels sont les coûts de tout le monde. Et il y a une espèce de statu quo. Moi, j'avoue que j'embrasse l'assiette de rémunération de chacun parce qu'elle a toujours été comme ça, et que je me projette toujours sur le fait qu'à une époque ça a été calculé et réfléchi par tout à chacun et qu'elle est juste pour ces questions-là aussi. Ce qui est certain, et le discours qu'on peut des fois entendre qui pour le coup me paraît vraiment faux, c'est d'envisager qu'il y a des gens qui galèrent et il y a des gens qui galèrent pas uniquement en fonction de leur statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des auteurs et des autrices qui vivent très bien et il y a des auteurs et des autrices qui galèrent, tout comme il y a des maisons d'édition où les gens sont vraiment très riches et il y a des maisons d'édition où les gens galèrent, tout comme il y a des boutiques qui cartonnent, des boutiques qui marchent pas très bien, il y a des distributeurs où ils peuvent recruter et tout est bon et la vie est belle, et il y en a chez qui c'est plus compliqué. C'est difficile et parfois le débat est un peu résumé en les auteurs, les autrices gagnent rien alors que les insérer n'importe quel rôle, eux ils se gavent. Dans tous les cas c'est plus compliqué que ça quoi qu'il arrive, et c'est important d'y mettre un peu de nuance. C'est des métiers différents qui ont des méthodes de rémunération qui sont différentes. Au global c'est des choses qui se négocient un peu au cas par cas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des éléments qui soient aberrants dans toute cette manière de fonctionner. Il y a clairement rien d'aberrant. C'est vraiment une politique qui nous est un peu propre entre guillemets, et qui, t'as tout à fait raison Théo, et qui sont différents des personnes, des éditeurs et autres. Maintenant, ce côté conseil que j'ai pu exprimer tout à l'heure sur l'idée d'une forme d'expérience et de pouvoir échanger avec les éditeurs,
je ne signe pas avec un éditeur si j'ai conscience que quand il sort un jeu, il gagne pas d'argent. Ça me paraît ubuesque d'avoir des gens qui sont très heureux d'avoir leurs jeux qui sont vendus, mais qui au final vont avoir du mal à se rembourser l'édition de leur jeu. Et c'est la première chose que j'essaie d'apporter à ce milieu. C'est un petit peu plus de professionnalisme sur l'idée que on est dans un milieu qui reste un milieu commercial sur lequel les gens gagnent de l'argent et qu'il est important que tout le monde en gagne à sa juste contribution. Et effectivement, ça me paraît important dans... Pardon, je te coupe. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mais c'est pour approuver ce que tu dis, parce que ça me semble vraiment important en termes de gestion du truc. Et là où moi je l'ai ressenti la première fois, ça boucle un peu la boucle, mais c'est sur la revente de cartes Magic, où à un moment, au milieu des années 2000, c'était assez facile de se monter un site web, de devenir vendeur de cartes Magic et de se dire en fait, moi je vais vendre les boîtes de boosters à 80 balles alors que le marché était bien plus haut, parce que je vais en vendre plein, parce que les gens vont être intéressés. Et je casse ma marge, je vais toucher 2 € pour un produit où quelqu'un a eu un panier à 100 balles, mais en fait, c'est pas grave, parce que moi c'est pas mon métier, je fais ça pour le plaisir à côté, et ça me permet de récupérer des cartes. Et c'est un peu vrai pour l'édition, qui est le métier où il y a le plus d'amateurisme, je pense, aujourd'hui. On va mettre de côté la casquette auteur-autrice parce que c'est pas encore vraiment un métier aujourd'hui, mais sur les maisons d'édition, on avait ponctuellement des gens qui se mettaient en place en se disant en fait moi je m'en fous, c'est mon hobby du week-end d'éditer des jeux, donc j'ai pas besoin de gagner de l'argent, donc je vais toucher le marché avec des jeux vraiment pas chers. Et ça c'était problématique parce que ça amenait derrière une conscience de marché qui était complexe pour les joueurs et les joueuses, qui se disaient un jeu c'est bidule, là il coûte 30 € alors qu'il y a du matos d'un jeu à 45 chez machin, comment ça se fait? Et la raison était parce que personne ne gagne d'argent, et ça c'est compliqué et c'est problématique. Il faut que les gens quand ils travaillent puissent être rémunérés correctement, et que ça montre pas des fausses manières de gérer à un public qui est pas forcément toujours au clair des différentes méthodes. C'est exactement ça, et tu l'as dit, hein, le côté éditeur reste cette partie la plus légère sur cette réflexion-là, puisque t'as tout à fait raison, hein, t'en as pour lesquels c'est un hobby. On essaie petit à petit de les faire grandir pour que ça devienne un métier aussi, comme les auteurs, je pense. Et la logique pour nous commerciale, c'est de dire si tu gagnes pas d'argent, pourquoi tu le fais? Si tu le fais que pour ton plaisir, globalement on sait que ça va pas durer longtemps, que c'est problématique par rapport à la vision qu'on peut donner du marché, du prix des jeux ou de ce genre de choses, ou de la qualité des jeux qu'on peut sortir derrière. Et arriver à bosser en distribution dans cette logique-là, c'est aussi apporter notre pierre à l'édifice entre guillemets sur la professionnalisation du milieu à ce niveau-là, quoi. Et pareil dans l'autre sens au niveau des boutiques. Tu as moins aujourd'hui, mais tu as une époque où tu as beaucoup de gens qui, et tu le disais toi-même là sur cette notion du je travaille dans mon garage et je monte mon site web pour revendre des cartes Magic, ça s'est fait aussi sur le milieu du jeu de plateau un peu différemment, parce que là les rémunérations sont un peu différentes et on n'est pas non plus dans la même explosion en termes de revente, mais il n'empêche que aujourd'hui on sait qu'il y a des boutiques qui ont des difficultés ou qui ont eu des difficultés parce qu'à un moment ils ont essayé de travailler sur le prix et pas sur ce qu'on attend d'eux derrière, qui est le conseil client, le travail effectivement de référencement, et puis la visibilité qu'ils peuvent donner à notre loisir, quoi. Et aujourd'hui encore, il y a dans chaque morceau de la chaîne, y compris au niveau des distributeurs, la nécessité de monter en professionnalisme, et que tout le monde soit justement dans cette logique de on fait ce travail parce que ça nous fait aussi gagner de l'argent. Ok, on l'adore, ok, c'est un milieu qui est super chouette, ok, notre laïus c'est distribuer des bonheurs ludiques, ok, ça amène de la joie et autres, mais il n'empêche que on est là aussi pour que tout le monde gagne de l'argent derrière, et c'est ce qui nous aidera à grandir, et c'est ce qui aidera le milieu du jeu à être plus solide et à pouvoir envisager l'avenir de manière un peu plus sereine, quoi. J'allais poser la question sur quelle est la spécificité de Néoludis sur le fait qu'est-ce qui vous rend un peu différent des autres. Tu as un peu répondu sur le côté, j'ai l'impression qu'il y a un côté humain qui paraît important. Alors il y a un côté humain partout, ouais. Quand même. Ouais, ce que j'allais dire, tout le monde a aujourd'hui cette réponse qui semble un peu classique. J'y crois assez fort en général quand on me le dit, et en relationnel. Mais vous, au niveau
par exemple pour les solutions logistiques, qu'est-ce qui vous rend différent d'une autre société de distribution? Est-ce que, et tu peux très bien me dire, on est exactement pareil, ça je verrai pas la différence, mais qu'est-ce que pour toi en fait, qu'est-ce qui vous rend différent? Alors, on a une chance, enfin j'ai une chance, hein, c'est qu'effectivement je baigne dans ce milieu-là depuis longtemps et sur des produits sur lesquels, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, on a travaillé avec des marges qui sont très courtes. Donc on a fait très attention à ce qu'on faisait et cette partie justement de faire attention nous permet via Neoludis justement de travailler sur des marges un peu plus serrées que d'autres distributeurs. Alors il y a déjà des distributeurs qui travaillent avec notre marge serrée aussi, mais en apportant une expérience. Je bosse avec des gens qui bossent dans ce milieu-là aussi depuis peut-être 10 ans, 15 ans, et avec derrière le fait d'avoir bossé sur des jeux qui sont sortis à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par exemple, à une certaine époque, et de pouvoir se dire comment est-ce qu'on construit justement notre relation de distributeur, notre travail de distributeur avec cette envie d'être proche de nos éditeurs, proche des boutiques, et comment est-ce qu'on profite justement du fait d'être dans un milieu qui est en pleine explosion pour être capable, alors toute proportion gardée, hein, toute modestie gardée, de pouvoir changer justement un petit peu comment est-ce qu'un jeu est distribué aujourd'hui, comment est-ce qu'on essaie de le mettre en avant, comment est-ce qu'on accompagne sa communication, comment est-ce qu'on aide nos éditeurs à être encore plus concernés sur l'édition propre du jeu pour nous faire des meilleurs jeux. Là, il se trouve que j'ai embauché quelqu'un il y a 1 mois et demi qui gère uniquement la logistique entre le lieu de production et la France pour mes éditeurs. C'est-à-dire qui leur apporte le service de gérer la douane, de trouver des conteneurs, de s'occuper de faire des groupages de conteneurs pour économiser un maximum, puisque en ce moment, vous le savez, le transport, c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc soulager des petits éditeurs de cette partie-là qui n'est pas du tout... qui n'est pas du tout leur métier de base, mais qu'ils ont dû apprendre à faire et qui leur prend un temps fou, pour qu'ils se concentrent encore plus sur l'édition de leur jeu. Avec l'idée, à notre niveau de distributeur, d'essayer de multiplier les services qu'on peut leur apporter pour qu'ils soient de plus en plus concentrés, malgré le fait qu'ils soient un petit éditeur et qu'ils soient éventuellement 1 ou 2 personnes, mais se concentrer purement sur l'édition du jeu et sur la qualité du jeu derrière. Et sur la qualité. C'est un service que vous faites rémunérer ou c'est un service que vous donnez quoi qu'il arrive? Là, en l'occurrence, c'est un service qu'on fait rémunérer, tout simplement. Maintenant, de manière la plus transparente possible, j'ai un employé qui me coûte tant par heure, il passe 1 heure pour gérer ton conteneur. C'est logique. Voilà, il est rémunéré à hauteur de voilà. Avec l'idée effectivement de dire c'est un service qui sert à tout le monde, qui nous sert aussi parce que mine de rien, si c'est une personne centrale qui gère toute cette logistique-là pour nos éditeurs, c'est aussi un travail de gagner par rapport à notre distribution. C'est-à-dire qu'on peut aller voir une seule personne pour avoir une visibilité de tout ce qui doit arriver chez Neoludis. Et c'est un vrai plus. Et effectivement, de pouvoir, là, je parlais tout à l'heure de mon prestataire logistique de Play-in qui propose aussi de gérer le SAV, qui propose de gérer les envois des boutiques propres des éditeurs, qui propose justement de les soulager du dispatch, qui propose justement de les soulager petit à petit de tout ce qui est à la marge du travail d'édition pur, et qui prend un temps fou à nos éditeurs pour justement qu'ils puissent de plus en plus se concentrer à nous faire des jeux encore mieux, encore plus beaux, encore plus chouettes, quoi, comme dirait l'autre. Et on sera tous gagnants là-dedans. Plus le jeu est qualitatif, plus nous on en vendra derrière, et j'ai tout intérêt justement à les aider à éditer leur jeu de la meilleure manière possible, tout simplement. Et donc le principe de Neoludis, c'est à la fois d'apporter ces services-là supplémentaires, à la fois d'être sur une équipe. Aujourd'hui, on est 8, mais par exemple, j'ai pas de locaux. Je n'ai pas de lieu. De locaux dans le sens QG. Dans le sens QG, dans le sens entrepôt justement, et dans le sens de bureau. Voilà. Chacun travaille en télétravail de chez soi. Donc j'ai un de mes collègues qui est à Saint-Etienne, j'en ai un qui est à Niort, j'en ai un qui est en Bretagne, j'en ai un qui est voilà. Donc on se voit régulièrement. Mais ça permet justement de réduire au maximum les coûts fixes de fonctionnement pour réinvestir ce qu'on peut gagner à la fois dans la communication, dans la visibilité, dans nos événements pro. On avait un espace plutôt sympathique à Cannes où on a pu accueillir nos éditeurs, les boutiques et autres, et pousser
pousser la visibilité des Oui, jeux de nos éditeurs. T'es allé voir à Cannes votre stand, enfin votre salon finalement, et le showroom qui était assez grand et assez cool. C'était beau, il y avait du café, c'était le meilleur endroit du salon. Hein. Il y avait du café, des madeleines et des fauteuils. C'était pas mal. T'es adorable, Théo. Bon, c'est un concours. Non, mais c'était vraiment impressionnant. Ça, c'était quand même un bon critère et un bon truc enfin un bon critère. Un bon indicateur de la santé au-delà de la santé, la taille du truc. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire en fait. On est vraiment là pour bosser pour nos éditeurs. Et ça, c'est aussi une des maximes de Néolydis. On n'a pas vocation à être connu du grand public. Je ne demande absolument pas, par exemple, à mes éditeurs de mettre le nom Néolydis sur leur boîte de jeu. Je comprends pas le principe. Oui, c'est intéressant, c'est justement le côté distributeur qui reste vraiment le marchand dans l'ombre en fait, c'est assez intéressant. Tout simplement parce que c'est notre métier pur. Il y a des distributeurs qui sont un peu éditeurs, qui gèrent aussi beaucoup la communication pour le compte des éditeurs auprès du grand public, ce qu'on ne fait pas. Nous, on fait vraiment la communication auprès des professionnels, mais on laisse les éditeurs, on les accompagne dans leur communication auprès du grand public, on les conseille, on essaie de mutualiser des bonnes idées que peuvent avoir d'autres éditeurs pour dire tiens, on a un tel chez nous qui a fait ça, ça a pas mal marché, essaye, vois ce que ça donne. Tiens, on a tel contact d'influenceurs, de relations avec certaines boutiques qui font des vidéos de autres pour les amener justement à les accompagner dans cette partie communication. Mais on n'a pas vocation, et puis je vois pas l'intérêt d'être connu du client final qui a déjà du mal à identifier des éditeurs au-delà du jeu. Alors si en plus on lui rajoute le niveau du distributeur, mais on brouille le discours complet et ça devient un peu plus compliqué quoi. Donc on n'a pas vocation à être connu grand public, et en fait tous les investissements qu'on peut faire sont clairement à destination des professionnels pour accompagner nos éditeurs. Voilà. Et ça a l'air de pas trop mal marcher. Alors, tu t'en as parlé rapidement tout à l'heure au niveau des éditeurs quand vous aviez lancé Néolydis. Aujourd'hui, vous avez un éventail assez large en termes d'éditeurs, aussi bien en jeu de plateau qu'en jeu de rôle. Alors, j'avais noté, on a parlé à cause de Magic, mais Wizards of the Coast, comment ça se gagne un éditeur parce que Wizards of the Coast aujourd'hui, là vous distribuez surtout du donjon, si je dis pas de bêtises. Pour le moment, on distribue que Donjons et Dragons, tout à fait. Qui est quand même la gamme la plus vendue de jeux de rôle, je pense en France sans aucun problème. J'imagine par tes anciens contacts que tu avais réussi à avoir le contrat, si on le dit comme ça, mais comment ça se gagne en fait un éditeur comme ça? Alors là, clairement, on avait arrêté de travailler via Abyscorp avec Wizards of the Coast. Effectivement, c'est depuis Néolydis qu'on a recommencé à travailler avec eux. On a une affinité assez certaine pour le jeu de rôle. Voilà, je veux dire, vieux de la, il y en a un. vieux de la vieille, comme j'ai pu vous le dire avant. On partage l'idée que le jeu de rôle c'est le meilleur jeu du monde, clairement. À la fois pour l'expérience et à la fois pour toute la liberté que ça amène. Bref, je vais pas. Est-ce que tu relates à ça, Théo, par exemple? Ah ouais, 100%, ouais. mais c'est agréable de voir un peu cette espèce de retour et puis de melting pot et je sais pas, il y a vraiment un truc assez agréable de voir ces grandes marques qui sont toujours distribuées par des vraies personnes et d'avoir vraiment ce rapport et ce retour à des grands classiques qui continuent de toucher un public encore plus large en passant par des vraies boutiques et tout. Donc il y a un truc vraiment très chouette de voir du JDR, du Magic et tout ça cohabiter avec tout le monde chez la plupart des... Et on le voit de plus en plus même dans les jeux de plateau, et ça c'est vraiment une aparté, mais sur le côté narratif qui vient de plus en plus se peser dans les nouvelles créations de jeux de société, jeux de plateau, pour essayer de créer en fait ce lien d'histoire en général. Et l'immersion, c'est travailler à l'immersion dans le jeu quoi. Depuis 5 ans, le milieu du jeu de plateau a fait un boom énorme sur la qualité des jeux édités. J'ai commencé avec des vieux jeux un peu plus anciens, avec effectivement des jeux qui sont très mécaniques et qui ont un intérêt ludique, indéniable, mais qui sont très liés justement à des mécaniques de jeu et des comptages de points et autres. Et là, l'immersion qu'on peut avoir aujourd'hui dans les jeux de plateau modernes et que petit à petit on pousse de plus en plus, on va de plus en plus loin avec effectivement des accompagnements via des applications, avec de la musique, avec l'utilisation des sens de manière un peu différente, jeux d'enquête audio,
et cet apport narratif nous donne aujourd'hui une immersion qui est hyper chouette dans les jeux de société modernes et qui apporte des expériences de jeu qui sont décuplées et formidables, qu'on pouvait retrouver il y a 20 ans dans le jeu de rôle quand tu étais autour d'une table chouette avec des amis, avec un maître de jeu immersif. Mais on a passé un cap de dingue au niveau de l'immersion. Et ça, c'est la vraie richesse du jeu de plateau aujourd'hui. C'est qu'on est capable, avec assez peu de choses, de se raconter des histoires et de faire partager des sensations qui ne sont pas que mathématiques ou ludiques simples, entre guillemets, par l'intermédiaire des jeux. Et je pense que c'est ce qui est la richesse du milieu aujourd'hui. Moi, je te rejoins à 100% sur ça, et je pense que tu le résumes assez bien en parlant d'expérience de jeu, et j'ai l'impression que c'est un truc qui aujourd'hui est dans notre langage assez courant, qu'on emploie assez facilement, mais j'ai pas le sentiment que c'était le cas il y a 10 ou il y a 20 ans. Absolument pas. Et il y a vraiment ce truc de se dire, en fait, un peu comme le jeu vidéo, une expérience de jeu, ça va être un truc un peu complet, un peu total, et on a moins d'outils que le jeu vidéo, évidemment, on a moins d'outils que plein d'autres médiums, mais il y a ce truc de se dire, c'est pas simplement, regardez, mon jeu, il est peut-être un peu moche, et les pions, ils sont pas très pratiques, mais la méca, elle est vraiment, vraiment canon. Aujourd'hui, ça, c'est plus suffisant, et c'est une bonne chose, et c'est aussi les maisons d'édition et un peu tout le monde à chaque niveau, mais se dit en fait il faut que le plaisir il soit décuplé par tout ce qu'on peut faire, et donc on se retrouve effectivement avec des jeux très bien édités, très bien illustrés, avec du matériel très réfléchi, plus de scénographie, plus de choses annexes, tu parlais de musique, de toutes ces choses là, tout ce qui est companion app, tout ce qui peut ramener encore un petit peu plus d'expérience. Aujourd'hui c'est primordial, et c'est vrai que ça fait un truc qui est... moi j'adore cette période pour ça aussi, il y a vraiment un truc de c'est beau toute cette créativité, et ça a jamais été aussi agréable de jouer à des jeux, parce que j'ai le sentiment qu'au global les expériences au total sont de plus en plus bonnes. T'as tout à fait raison. Alors je fais encore un aparté ou une aparté, je sais jamais. Je reviens sur ta question sur Wizard avant, mais tu parlais de notre travail de distributeur derrière. Depuis 2015-2016, on a apporté aussi l'accompagnement dans cette notion de vivre une expérience. Et ça passe par des trucs tout bêtes, ne serait-ce que créer l'attente auprès des joueurs sur certains jeux, de commencer effectivement à travailler avec les éditeurs pour faire des démonstrations en amont sur les salons ou autres. Mais par exemple, avoir une date de sortie pour un jeu, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, un jeu de société sortait quand il était dispo, vaguement sur un mois. On mettait globalement 3 semaines et un mois pour qu'il arrive dans l'ensemble des boutiques de France, sans se soucier particulièrement de la nécessité d'avoir une date de sortie. Alors que c'est quelque chose qu'on voyait déjà à l'époque des jeux de cartes à jouer à collectionner notamment, mais qu'on connaît dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la musique, où le jour de la sortie d'un jeu, d'un livre ou d'un film, t'as des gens qui vont au cinéma spécifiquement pour le voir. Il y a des systèmes d'avant-première et autres qui créent en fait toute cette émulation autour de cette notion d'expérience qui participe à mon niveau, je pense, et on a essayé aussi petit à petit d'amener ça dans l'idée des boutiques, dans l'idée des éditeurs, que c'est important d'avoir de se faire un rétro-planning sur une sortie d'un jeu pour petit à petit créer de l'attente, créer de l'attention sur le jeu, créer de la visibilité et participer au fait que le jour où le jeu est disponible en boutique, la personne qui va l'acheter va avoir une envie qui va être décuplée à l'idée d'y jouer, à l'idée de l'essayer. Et ça participe aussi à cette notion d'expérience de jeu, et c'est aussi à ce niveau-là que nous, distributeurs, on peut accompagner nos éditeurs et les boutiques dans cette notion-là. Donc ça, c'est ce petit morceau-là. Pour revenir au jeu de rôle, le jeu... Alors c'est pas tant le jeu de rôle sur la question, mais sur le c'est côté plutôt Wizard of the Coast. Éditeur, en fait. Quand tu vas voir un éditeur pour le distribuer, on est à la fois en tant que distributeur pas mal sollicité, mais il y a aussi des éditeurs qu'on contacte pour leur proposer notre travail, en essayant de leur expliquer que à la fois leur politique d'édition et leur jeu rentrerait très bien dans notre catalogue, que pour le cas du jeu de rôle chez Wizard, avoir une locomotive comme Donjons et Dragons en termes de distribution, ça rejaillit sur l'ensemble du catalogue jeu de rôle, et surtout leur dire nous on sait déjà travailler le jeu de rôle, on sait ce que c'est, on sait comment le travailler, on sait comment l'expliquer, on sait ce qu'on doit faire pour lui donner de la visibilité, donc
derrière, on est globalement un petit peu mieux armé pour vous accompagner dans la mise en marché de votre jeu. Et quand on est allé voir un Wizard, c'était clairement dans l'idée de dire, on sait que Donjons et Dragons, pour le moment en France, avait été récupéré par différents éditeurs. Alors pour vous refaire l'historique, c'était un moment Black Book qui avait l'édition de Donjons et Dragons. C'est repassé chez Asmodée il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et là, on savait que Wizard allait vouloir récupérer lui-même l'édition du jeu de rôle Donjons et Dragons. Mais Wizard aujourd'hui en France, c'est une équipe de, je ne vais pas dire une bêtise, mais 4 ou 5 personnes. Ils avaient besoin effectivement d'être accompagnés dans la distribution pour accompagner la sortie de leur propre édition maintenant de Donjons et Dragons en fin d'année dernière. Et on était au courant de ça, on est allé les voir pour leur dire, voilà, nous notre catalogue jeu de rôle il est déjà assez solide, on sait ce qu'on est capable de faire derrière en termes de volume et en termes de visibilité, voilà ce qu'on vous propose en termes d'accompagnement. Est-ce que ça vous intéresse ou pas, tout simplement. Et en fait, en fonction des échanges qu'on peut avoir, des contrats qu'ils nous proposent, de ce qu'on leur amène par rapport aux autres distributeurs, ils prennent leur décision derrière de travailler avec nous et de travailler en même temps avec d'autres. On n'est pas exclusif sur Donjons et Dragons, mais c'est clair que d'avoir un tel titre dans son catalogue, c'est un plus. C'est un plus parce que on parle du jeu de plateau moderne, mais faut avouer que le jeu de rôle est la niche de la niche, quoi. On sort des années sombres, on essaie de redonner de la lumière, mais on a encore un travail d'accompagnement de nos éditeurs de jeux de rôle qui est énorme à faire. Et pour des volumes qui restent quand même beaucoup plus faibles aujourd'hui que le jeu de plateau, et une accessibilité difficile. Donc c'est un milieu de niche, maintenant c'est un milieu auquel on veut donner de plus de visibilité, en plus il est hyper riche en termes de création, il y a énormément d'univers différents à découvrir par l'intermédiaire du jeu de rôle, et puis le pitch de jeu de rôle, le pitch de la mécanique du jeu de rôle, elle est juste géniale. T'as un mec qui raconte des histoires, vous êtes des gens qui allez vivre cette histoire avec lui et roule, quoi. Et vous allez voir, vous allez vivre une expérience que vous avez jamais vécue derrière, quoi. Et rien que ça, forcément, ça attire tout le monde. Donc aujourd'hui, on doit faire monter les éditeurs de jeux de rôle en termes de professionnalisme et de travail pour être à la hauteur de la promesse qu'on fait par l'intermédiaire de leur jeu. Et bosser avec Wizard, c'est aussi dire à Wizard, on sait que vous vendez des wagons entiers de Magic, mais on sait que Donjons et Dragons, aujourd'hui aux US, c'est devenu, au-delà du jeu de rôle pur, une marque qui est hyper intéressante et hyper développée, et on a envie de vous accompagner dans ce développement-là en France aussi, quoi, tout simplement. Ouais, c'est vachement intéressant aussi en termes de... Et je sais pas à quel point ça s'inscrit dans un truc qui est extrêmement structuré et pensé à votre niveau, ou si c'est aussi des fois le hasard et les choses qui se mettent bien, mais il y a quelque chose qui est assez beau dans les éditeurs qui poussent d'autres éditeurs, et d'avoir cette notion de, mine de rien, d'avoir Donj dans le catalogue, ça fait que les boutiques qui commandent pas éventuellement, qui commandaient pas du jeu de rôle chez vous parce qu'il n'y avait pas forcément un truc dans lequel elle se retrouvait, va se dire c'est vrai, attends, j'ai ma commande Néoludis à faire, ils ont du jeu de rôle, ils ont Donjon, je vais prendre des bouquins. Mais ils font Entremonde aussi, attends, je vais regarder un peu ce qui se passe. Ou la Loutre Rolliste ou n'importe qui d'autre, mais ça, mine de rien, je trouve qu'il y a des logiques de distribution qui sont intéressantes, qui sont jolies, et qui montrent encore une fois, et là c'est mon côté bisounours comme d'habitude, mais une espèce de coopération, une espèce de volonté de marché, de pas se dire que quand une boutique commande du Donjons et Dragons, c'est un bouquin d'une autre maison d'édition qui se vend pas, parfois ça va porter un peu tout le marché au global, et donc ça va donner une belle visibilité à d'autres projets, quoi. C'est ça, pour le milieu du jeu de rôle, c'est exactement ça. Alors il y a une maxime qui dit quand Donjon va bien, tout va bien, et c'est exactement ça. C'est beau. Quand Donjons et Dragons va bien en termes de jeu de rôle, on sait que tous les autres jeux de rôle vont bien, et en ce moment les autres jeux de rôle vont plutôt pas mal. Et du coup, est-ce qu'il y a des opérations de la part de tes commerciaux sur vous prenez tant de donges, prenez ça en même temps parce que du coup ça va pousser le truc, il y a une vraie volonté de la part des commerciaux de pousser aussi sur certains trucs, ou c'est complètement up to the boutique? Alors il y a une vraie logique de gamme.
si tu commences à rentrer du jeu de rôle, c'est que à la fois tu penses que tu as le public pour, qui va rentrer par l'intermédiaire de cette porte-là, et à toi aussi, boutique, de lui faire découvrir que le jeu de rôle, c'est pas que Donjons et Dragons, c'est pas que Warhammer, c'est un panel hyper large de bouquins, d'univers dans lesquels tu peux plonger la tête la première et t'éclater et passer un super moment. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure, Théo, de la Loutre Rollist. Via la Loutre Rollist, on a des jeux de rôle pour enfants. Il y a le petit détective de monstres qui est juste génial, et que je conseille à tout le monde pour jouer avec des enfants des 4-5 ans. Et il y a des jeux de rôle pour adultes, il y a des jeux de rôle qui sont assez poussés en termes d'histoire, en termes de, d'univers pour s'adresser justement qu'à des adultes, parce qu'ils sont plutôt gore, ou parce que voilà. Il y a vraiment un panel très très large dans le milieu du jeu de rôle qui te permet de te dire, ok, toi tu connais l'heroic fantasy, tu connais les orques, les nains, les elfes et autres, mais regarde, il y a plein d'autres trucs, et à toi de t'ouvrir au reste. Donc la logique de mes commerciaux aujourd'hui, c'est d'essayer d'installer dans le plus de boutiques possible un rayon jeu de rôle de manière pérenne, et de leur montrer qu'à la fois ça fonctionne, à la fois c'est certain qu'ils ont le public pour, mais tu as aussi certaines boutiques qui n'y connaissaient absolument rien et qu'il a fallu, notamment à Cannes, expliquer ce qu'est le jeu de rôle, par quoi il faut commencer, comment est-ce qu'on le conseille, comment est-ce que ça fonctionne, et comment est-ce que justement ce côté gamme, ce côté rayon jeu de rôle peut s'installer dans votre boutique et doit s'installer dans votre boutique pour continuer à présenter une gamme assez large des univers ludiques, et à vous différencier de ceux qui vendent que du Monopoly ou de la bonne paye. Oui, parce qu'à Cannes, dans notre showroom, vous aviez un espace démonstration de Donjons et Dragons, avec un maître de jeu qui était là pour présenter, et du coup qui présentait aux boutiques pour dire, ok, voilà ce que c'est le jeu de rôle et comment ça peut se... C'est ça, avec la possibilité de faire... là, ils faisaient des démos qui duraient entre 20 et 30 minutes, grand maximum, donc qui sont loin de... c'est une pure idée, hein, pour le coup. J'avais discuté un peu avec le MJ qui était sur place, l'idée était vraiment géniale. Voilà, et c'est quelque chose qu'on a proposé, nous, à Wizard, par rapport à Donjons et Dragons et aux règles de la 5e qui sont partagées dans pas mal de jeux de rôle aujourd'hui, et qui donnent cette possibilité-là et cette visibilité-là. Et c'est surtout, voilà, pour expliquer y compris aux boutiques qui peuvent avoir un peu peur, hein, aussi de ce rayon jeu de rôle qui, quand tu descendais d'un étage et que tu voyais certains éditeurs avec des tonnes et des tonnes de bouquins, et que tu te dis, tiens, dans une gamme il y a 50 bouquins différents, comment je vais arriver à vendre ce truc, de dire, non, le jeu de rôle c'est pas si compliqué que ça. Il y a des produits d'appel, des produits pour les débutants. Commencez par les boîtes d'initiation, commencez par ce genre de choses, et après vous pourrez monter en gamme, après vous pourrez rentrer les gros bouquins de livres de règles qui font 300 pages, et tu te dis que c'est compliqué à vendre et que c'est compliqué à lire et autres, mais au final c'est rentrer un petit peu plus dans cet univers et dans ce milieu, et puis tu as pas mal de produits connectés ou annexes qui sont de plus en plus proches de ce en quoi vous avez peut-être plus de facilité à conseiller, qui sont les jeux de plateau, puisque la frontière entre les deux est de plus en plus fine. Et vous voyez que vous allez avoir notamment de la clientèle, notamment de la demande, mais qu'en plus vous pouvez, au-delà de Donjons et Dragons, vendre d'autres gammes et d'autres produits, quoi. On va se recentrer un tout petit peu plus sur le côté relation néoludis éditeur, mais pour le coup, parler de jeux, je crois que c'est la première édition où on parle autant de jeux de rôle, ça me fait super plaisir. Pour le coup. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence de contact entre un nouvel éditeur et un ancien éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà installé sur le marché et que vous pouvez éventuellement essayer de récupérer ou que vous avez déjà récupéré? Est-ce que la prise de contact elle est différente dans le sens accompagnement? Est-ce qu'il y a contrat ou ce genre de choses? Il y a vraiment une différence, ou est-ce que vous le traitez tous de la même façon? Il y a forcément il y a une différence sur une notion de passif. On travaille... Il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui travaillent historiquement avec certains distributeurs. Forcément, il y a des moments où tu te dis, merde, est-ce que l'herbe elle est pas un peu plus verte ailleurs? Tiens, est-ce que j'irai pas voir si je peux vendre plus en passant par telle personne ou telle personne? Est-ce que ma relation avec mon distributeur, elle est ce que j'attends de mon distributeur en termes d'échange, d'accompagnement et autres? Est-ce que une fois que j'ai édité mon jeu, que je lui ai livré, j'en ai plus rien à foutre, excusez-moi du terme, j'en ai plus rien à foutre, et il se débrouille avec ça? La relation entre le distributeur et les éditeurs, elle se construit, entre guillemets. C'est hyper difficile intellectuellement pour moi de voir un nouvel éditeur
et tout de suite lui faire signer un contrat de distribution pour un 1 à 5 ans, puisque nous c'est plutôt 1 an, mais certains distributeurs ça peut aller jusqu'à 5 ans, alors qu'on se connaît pas, quoi. Donc effectivement, il y a toute une phase d'échange, de discussion, de tests, de rencontrer les équipes, voilà comment on fonctionne, voilà comment on travaille, voilà ce qu'on a fait pour nos autres éditeurs, de leur expliquer un petit peu comment on a envie de bosser et si ça match avec leur idée de se faire distribuer. Et aujourd'hui, j'ai des éditeurs avec lesquels j'ai jamais bossé avec un contrat et d'autres pour lesquels c'est très important de se sécuriser là-dedans. Et moi, ça me va très bien. Ça me va très bien parce qu'il y a cette notion de confiance, mais à l'inverse, il y a aussi la nécessité pour un jeune éditeur qui arriverait chez Neoludis d'être rassuré sur le fait d'être traité à la même hauteur que les éditeurs déjà présents, quoi. Sur les nouveaux éditeurs, justement, est-ce qu'il y a un côté minima pour pouvoir prendre contact avec vous? C'est un nouvel éditeur qui a aujourd'hui qu'un seul jeu dans sa besace et qui sort de votre ligne un peu éditoriale ou qui vient un peu peut-être en conflit avec quelque chose que vous avez déjà ou que vous distribuez déjà. Est-ce que tout ça, il y a une étude, un conseil qui est fait, quelque chose? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la plus, enfin en off, c'est la plus grosse difficulté aujourd'hui de mon travail, c'est de dire non. Et d'être capable justement de pouvoir exprimer auprès d'un jeune éditeur qui a envie de se faire distribuer le pourquoi je vais pas travailler avec lui. Alors il y a des raisons qui peuvent être très très simples, hein, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question que je travaille avec un éditeur qui gagne pas d'argent s'il sort un jeu. Donc ça c'est le premier blocage. Deuxième, c'est un échange, c'est que si je sens pas l'éditeur très intéressé, concerné par ce qu'on va faire de ces jeux derrière ou sur l'envie de travailler avec nous, il y a une forme d'affinité, hein. Parfois ça match, parfois ça matche pas, et dans une logique plus globale, tu as tout à fait raison, faut qu'on soit en capacité de travailler correctement leur jeu. Aujourd'hui, Neoludis, on est 8, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a déjà un portefeuille qui est déjà assez solide. Rentrer un nouvel éditeur qui arriverait avec, je vais dire une bêtise, mais 50 références, je le ferai pas du jour au lendemain, puisque faut qu'on soit capable de les vendre, ces 50 références. Mais est-ce qu'il est possible pour un éditeur de se dire ok, j'ai 50 références, j'aimerais remplacer 10 chez vous et le reste ailleurs? Alors, c'est une autre question, mais moi j'ai aucun blocage sur une non-exclusivité de distribution pour un éditeur. Alors, il y a une logique, il ne faut pas qu'un jeu soit présent chez 5000 distributeurs non plus, ça j'entends. parce que ça c'est un peu contre-productif. Mais par exemple, on a Nuts Publishing qui bosse avec nous sur certains de ces jeux et qui bosse avec BlackRock sur d'autres de ces jeux. Et moi ça me pose aucun problème. La relation est hyper claire, hyper clean là-dessus. Il y a une vraie logique. Derrière, ils ont tendance à mettre des jeux un peu plus gamers chez nous et des jeux un peu plus grand public chez BlackRock, parce que dans la logique du catalogue BlackRock, effectivement, ils auront un développement un peu plus fort sur cette partie-là, et nous, on est un peu plus entre guillemets connus et spécialisés sur des jeux un peu plus gamers entre guillemets, même si on s'ouvre petit à petit à d'autres choses. Donc moi j'ai aucun problème sur le fait qu'un éditeur passe par plusieurs distributeurs différents en fonction de ses jeux, et je crois que Nuts fait partie des premiers à avoir fait ça il y a 4-5 ans, et ça fonctionne bien, donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas, ça permet effectivement de se dire j'ai pas une relation, alors c'est bizarre de dire ça, exclusive avec un distributeur, mais avec plusieurs, et ça me permet effectivement de me dire voilà, les distributeurs sont tous différents, ils sont armés de manière différente, ils ont des spécificités, et c'est intéressant de pouvoir jouer aussi sur ces spécificités là. Donc ça me pose pas de problème, et à l'inverse j'ai le reste de mes éditeurs qui sont 100% chez nous, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de raison non plus de se dire voilà, pour gagner 10% de volume en plus ou en moins, je vais passer chez Pierre, Paul ou Jacques à la place.
Toi, Théo, toi, t'as un ressenti par rapport à ça, ou est-ce que t'as déjà vu des éditeurs qui avaient, des éditeurs qui avaient justement plus les œufs dans différents paniers comme ça pour séparer leur gamme ou séparer peut-être un type de jeu? Pas tant que ça. Le seul autre que j'ai en tête, et je pense que c'est pas un secret, c'est Ravensburger. Je crois qu'il n'y a pas de distribution exclusive et qui est chez plusieurs distributeurs à la fois. La différence, c'est, si j'ai bien compris ce que tu me disais sur Néoludis, eux, c'est... Par contre, vous avez la distribution exclusive d'un jeu spécifique. Un jeu sera distribué que par vous, ça, tout à fait. mais vous ne distribuerez pas tous les jeux de Nuts. Tout à fait. Ce qui, je pense, est encore un peu différent chez Raven, c'est peut-être chez d'autres, notamment chez les très gros. Je pense que Hasbro doit pas avoir de distribution exclusive non plus, si je dis pas de bêtises. Et là, la logique, c'est plutôt... alors, je sais pas si c'est votre cas d'ailleurs, je crois pas, mais vous distribuez le Monopoly, mais il y a aussi Yellow qui distribue le Monopoly et BlackRock qui distribue le Monopoly. C'est 3 faux exemples, mais ce qui permettrait à des boutiques de se dire, tiens, je vais naviguer d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça, et puis ça permet à Hasbro de garder une visibilité la plus large possible. C'est pas très commun quand même, c'est assez rare de voir ça. Moi, j'ai aucun de mes jeux qui n'est pas en distribution exclusive, ou qui ne l'a été. Moi, en fait, j'ai un rapport de confiance sur ces questions-là qui est assez forte, à la fois avec les éditeurs avec qui je distribue, et par extension leurs distributeurs, même si j'ai pas de contrôle sur le distributeur. Mais on pourrait y revenir. Aujourd'hui, moi, la personne qui distribue, enfin plutôt l'entreprise qui distribue un éditeur, ça peut compter dans la balance de est-ce que je montre un proto à un éditeur ou pas, et est-ce que j'ai envie de travailler avec un éditeur ou pas. C'est la question que j'allais te poser après, tiens. On la met en pause pendant 2 secondes, mais ça peut rentrer en compte. Mais ça rentre en compte aussi parce que je suis en parfaite confiance. Et donc demain, si je signe un jeu avec Lucky Duck Games et qu'ils me disent c'est Néoludis qui distribue, je me dis ils ont choisi leur partenaire, ils lui font confiance, ça veut dire que c'est une bonne personne et qu'ils ont bien choisi. Et si jamais ils me disent notre distribution elle n'est pas exclusive, elle va être partagée entre plusieurs distributeurs, de la même manière je me dis ça doit être le meilleur choix puisque c'est celui qu'ils ont fait à un moment ou à un autre, quoi. Et justement, du coup, pour rebondir sur la question, qu'est-ce qui te ferait changer justement un éditeur pour dire en fait j'ai pas envie de jouer avec ce distributeur derrière en fait? Il y a plein de petites raisons, à la fois la capacité du réseau de distribution, parce que il y a en fait dans les éléments les plus frustrants, sans parler de l'échec d'un jeu, moi j'avoue que j'espère toujours que mes jeux vont fonctionner, mais c'est pas mon moteur premier, mais c'est l'absence de disponibilité du jeu qui peut être des fois un peu dur et un peu cruel pour un auteur ou une autrice. Donc il y a toujours un peu ce côté de, aujourd'hui un tout petit distributeur, ça peut être un peu frustrant parce que derrière tu vas recevoir des messages de on voulait acheter ton jeu mais on l'a pas trouvé, ou ton jeu il est distribué où, mais c'est sorti en fait. Moi je l'ai vécu un peu, alors c'est pas un petit distributeur et j'ai vraiment pas de reproches à leur faire et je savais ce qui se passait, mais notamment sur les jeux que j'ai pu signer chez Ozu, qui est plutôt un distributeur non spécialisé dans les boutiques spé, dans les hobby shops. Et donc là où on trouve facilement mes jeux Ozu, dans les GSS et dans les librairies, parfois on les trouve pas dans les boutiques spécialisées. Et donc des fois je sais qu'au début j'en ai quand même un tout petit peu souffert, des gens qui me disaient putain ça a l'air trop bien, le Papa Fourmi j'aimerais trop l'acheter mais j'ai fait 2 boutiques et je l'ai pas trouvé, et il est pas sur les VPCistes habituels. Et donc il y avait un peu un truc de dire en fait j'ai envie que tu joues à mon jeu parce que j'ai envie que les gens jouent, ça me ferait plaisir. Et donc vraiment un tout petit distributeur, ça peut être une source un peu de questionnement à mon niveau. Et après, même si j'ai sincèrement pas de trucs concrets, moi j'ai pas eu de mauvaises expériences dans l'absolu, ça peut être aussi le cas comme avec des maisons d'édition, tu peux avoir signé un jeu avec un éditeur, ça s'est mal passé au niveau de la distribution, tu l'as ressenti d'une manière ou d'une autre, et te faire dire derrière en fait je veux plus bosser avec Bidule parce qu'il bosse avec Truc, et qu'avec Truc ça s'est mal passé la première fois, quoi. C'est un peu le nerf de la guerre pour un distributeur, c'est effectivement d'apporter la capacité à un éditeur d'être présent de la manière la plus large possible. Et on touchait un peu du doigt tout à l'heure quand tu parlais de Donjons et Dragons. Si effectivement dans mon catalogue jeux de rôle, malheureusement je n'avais que des jeux de rôle un petit peu qui ont moins de visibilité entre guillemets, ce serait difficile pour nous d'arriver à les placer. Donc effectivement, le fait d'avoir même récemment la chance d'avoir un As d'or dans son catalogue comme Dune qui nous donne une visibilité extraordinaire, ça permet justement aux autres éditeurs
éditeurs qui sont dans notre catalogue de bénéficier de cette visibilité-là et de pouvoir en même temps, pour mes commerciaux que de vendre du Dune, d'aller vendre des jeux qui malheureusement n'avaient pas la même visibilité et de pouvoir être présent dans le plus de boutiques possible. Et c'est ce qui est rassurant par rapport à un éditeur, hein. C'est quasiment la première question qu'il nous pose, c'est de dire bah voilà, mon jeu, dans combien de boutiques vous êtes capable d'aller le mettre derrière, voilà. Et ça c'est hyper important. Et c'est intéressant du coup, parce que je vais retourner la question inverse de ce que j'ai posé à Théo sur le côté est-ce qu'il y a un distributeur avec qui tu serais moins chaud de travailler demain si ton éditeur travaille avec. De la même façon, est-ce que pour Néoludis il y a des atouts d'auteurs qui sont plus intéressants à avoir que vous, pour vous, dans la besace, quoi. Mais 100%. Pour être complètement concret, puis c'est marrant que Théo soit là. Aujourd'hui, j'ai pas de jeu de Théo dans mon catalogue. Alors. Et au-delà de la qualité d'auteur de Théo, il a une visibilité qui est extraordinaire aujourd'hui, et c'est quasiment son meilleur vendeur de ses propres jeux, entre guillemets. Donc forcément, avoir des jeux d'auteurs connus et qui ont de la visibilité et qui sont attendus, aujourd'hui, il y a des particuliers qui vont acheter un jeu sur le nom d'un auteur aujourd'hui, et ça commence à arriver, ça commence de plus en plus à arriver, et c'est tant mieux. Comme dans le milieu de la librairie, on va acheter effectivement le dernier livre de un tel. J'adore l'idée effectivement que demain des gens vont acheter le dernier jeu de un tel, et ça c'est un plus, clairement. Est-ce que c'est pareil pour les illustrateurs, illustratrices, pour le coup ? Petit à petit. Parce que petit à petit. Je sais qu'il y a un gros sujet sur le côté. Petit à petit, un Vincent Dutray, il a une notoriété qui fait que tu as des gens qui adorent les jeux qui sont illustrés par Vincent. Il y en a d'autres comme ça qui, voilà, je devrais en citer 3 pour être bien, mais bon. Effectivement, il y a les auteurs. Il y a ensuite les illustrateurs, et pour moi c'est plus la place de l'éditeur dans tout ça qui me pose question parfois, en me disant est-ce qu'on reconnaît un jeu parce qu'il est édité par telle maison d'édition, ou parce que c'est un jeu de telle personne, ou parce qu'il est illustré par telle personne. Question, ça, hein. Et j'essaie justement de faire le parallèle avec le cinéma, avec la musique, avec les livres. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à mettre en avant les acteurs, les réalisateurs que derrière l'éditeur. Maintenant, l'éditeur a cette visibilité-là et a besoin d'avoir une visibilité, mais l'idée c'est quand même de pousser au maximum d'abord le jeu, ensuite l'auteur, ensuite l'illustrateur, ensuite sans ordre particulier, mais effectivement de pouvoir montrer qu'il y a une vraie patte sur tel jeu, de par l'illustration et de par l'auteur qui est derrière, et un gage de qualité. Tiens, Théo, toi, ton point de vue sur le côté qu'est-ce qui fait vendre ? Alors vendre, c'est un grand mot pour le coup là, mais le jeu, est-ce que éditeur, auteur, illustrateur, qui a le plus de poids en fait sur tout ça, quoi ? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la plupart de ces personnes-là sont assez diverses dans leur manière de faire. Et là où t'es fan de, je sais pas, Guillaume Musso, tu sais que le nouveau Musso sort, ça devrait pas être une grande surprise, ou alors c'est assez rare que d'un coup un auteur de polar se met à faire un roman d'amour, ou l'inverse. Là où si je regarde ma ludographie, parce que c'est certainement celle que je connais le mieux, c'est pas parce que t'as aimé Détective Charlie que tu vas aimer The Loop, et c'est pas parce que t'as aimé The Loop que tu vas aimer Fou. Ce qui amène un truc un peu complexe sur ça. Pendant un temps, l'acteur auquel on pouvait se raccrocher le plus, c'était la maison d'édition. Et il y avait vraiment ce phénomène-là qui était très très fort. Je me souviens que moi, quand je suis arrivé dans le milieu et que j'ai acheté des jeux, il y avait un truc de « Ah, bientôt, il y a le prochain Days of Wonders », et c'est un événement, et tout le monde va se pencher dessus, parce que on voyait quel type de jeu ça allait être, et on savait que si on avait aimé les Aventuriers du Rail et les Chevaliers de la Table Ronde, il y avait de fortes chances que Cargo Noir ou Small World, ça allait au moins nous parler dans sa typologie de jeu. Ça, c'est de moins en moins vrai aussi, parce que la plupart des éditeurs, ils ont une ligne éditoriale assez éclatée. Et aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs se lancent dans le jeu pour enfants, fait du jeu familial, fait des jeux un peu plus complexes, fonctionnent au coup de cœur, ce qui est une bonne chose, je trouve, dans ce que ça raconte, mais ce qui complexifie le message pour les joueurs et les joueuses. Ce qui fait que je sais pas si c'est aussi vrai que ce que ça l'était à l'époque, et je sais pas si aujourd'hui je pourrais acheter un jeu que sur le nom de l'éditeur, un peu au pif, comme je pouvais le faire à un endroit. Ce qui est sûr, par contre, c'est que
il y a certaines personnes qui ont un capital, soit de sympathie ou soit sur leur qualité de leur travail, soit sur leur force de communication, dont je peux faire un peu partie sur ça. Et c'est clair que tu vois qu'aujourd'hui, un éditeur comme Catch-Up ou même un éditeur comme... j'ai envie de citer Lucky Duck Games, mais en même temps ils font de la localisation, donc c'est un peu plus compliqué, mais il y a un certain nombre d'éditeurs où aujourd'hui ils sortent un jeu, le public va s'y intéresser et va se pencher dessus. Parce que ils ont fait des succès au préalable, parce que leur nombre de sorties est peut-être un peu plus réduit que d'autres éditeurs, et donc il y a un truc de se dire ah oui, c'est quand même un peu un événement, je vais aller jeter un coup d'œil. Et donc forcément ça donne ce petit focus là qui peut arriver aussi chez certains auteurs et certaines autrices. Moi je sais qu'aujourd'hui Annick Lobé sort un jeu pour enfants, je vais au moins regarder ce que c'est, parce que Zombie Kids et Zombie Teen c'était tellement exceptionnel que j'ai envie de savoir ce qu'est son nouveau jeu. Je vais pas toujours être convaincu, mais je vais au moins jeter un coup d'œil à ça. Sur les illustrateurs et illustratrices, c'est encore un poil différent, je trouve, parce que c'est moins personnifié en fait. Il y a vraiment ce truc de... Moi, je peux acheter un jeu de Vincent Dutré parce que je trouve que la couve est magnifique et que ça va me donner envie parce que j'adore son boulot, ou de Biboun pour pas citer que Vincent. Mais en fait, il y a peu de personnes qui vont fondamentalement savoir que c'est Biboun ou Vincent ou Camille Chaussy derrière, mais plus se dire ah là là, j'aime vraiment bien cette couverture. Moi, j'avais l'exemple concret avec ma grande sœur qui joue pas mal, mais qui est pas non plus complètement au fait de toutes les nouveautés, etc. Et qui m'avait dit un truc, je sais plus sur quel jeu c'était, mais j'ai adoré cette couverture de jeu, elle est vraiment trop belle, alors j'ai acheté la boîte. Ah, mais j'ai adoré celle-là aussi et je l'ai acheté aussi. Et c'était 2 jeux du même illustrateur ou de la même illustratrice. Il y avait un truc de se dire, bon, ok, en fait, t'as clairement une affinité pour cette personne, il y a clairement un truc qui touche dans son boulot. Mais pour conclure, parce que c'était une très longue phrase, je suis pas certain aujourd'hui que quelqu'un se dise dans tous les cas je vais acheter en blind le dernier Théo Rivière ou le dernier Lucky Duck Games ou le dernier Nayad, parce que c'est trop divers en fait. Mais que ça donne un point d'intérêt, ça par contre j'y crois un petit peu. Pour le coup, j'ai déjà acheté des jeux pour l'illustrateur, hein, parce que, en l'occurrence, c'est l'illustratrice, pour Christine Alcouf par exemple, il y a des jeux que j'achète directement parce que je sais que c'est elle et je kiffe son taf, quoi. Mais c'est vraiment l'affinité visuelle, clairement, quoi. Ouais, mais ça arrive de plus en plus. Il y a des gens qui vont chercher des choses bien spécifiques dans les jeux qu'ils achètent. Et le très bon exemple de ta sœur, c'est qu'effectivement, ou le tien, Zéphiriel, c'est que des gens, ils sont attirés d'abord par une notion graphique, et après, effectivement, ils vont s'intéresser au jeu, ils vont, voilà. Mais l'acte d'achat, il peut être fait que sur une notion visuelle. Et tu parlais tout à l'heure, Théo, de cette continuité d'auteur sur des mécaniques de jeu. Au-delà de la mécanique pure, même s'ils sont très différents, il y a un côté rassurant de se dire Théo Rivière, je le connais, je le vois toutes les semaines, voilà, il fait des Twitch, voilà, etc., etc. Je sais qu'il met une forme de passion dans ce qu'il peut développer en termes de jeu, et je sais que je serai, même si je suis pas le public numéro 1 pour un de ces jeux, je sais que je serai pas déçu à ce niveau-là, enfin je pense. Et cette visibilité-là, on en a tous besoin, l'éditeur, l'auteur pour lui-même, le distributeur, la boutique. Et je pense que l'auteur est clairement aujourd'hui un atout pour certaines maisons d'édition sur la visibilité qu'il peut amener sur le jeu édité, et sur son accessibilité, sur son image, sur le fait que lui il est prêt à aller dans 50 boutiques pour faire des dédicaces, enfin bref, sur un accompagnement qui n'était pas du tout présent il y a quelques années dans ce milieu-là, sur la sortie de son jeu. Et ça, je trouve ça super chouette. Est-ce qu'il y a des initiatives conjointes au-delà de l'éditeur sur distributeur-auteur ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien où c'est on a très peu de relations, voire zéro relation, ouais, avec les auteurs de nos éditeurs. Les quelques fois où on les croise, c'est sur les salons. Puisque justement, souvent ils sont présents sur les stands de nos éditeurs, et là on les rencontre. Mais c'est vrai que pourtant, je pense que notamment sur l'accompagnement de la visibilité de certains jeux, ça pourrait être hyper pertinent, ou sur les salons professionnels. Il y a effectivement des auteurs qui ont une notoriété et pour lesquels les boutiques seraient les premières heureuses d'avoir une démo de son jeu par l'auteur. Parce que ça accompagne ce côté magique de on est proches les uns des autres et on est dans un milieu où effectivement on peut se permettre ça, et
partager l'image d'un auteur, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que du coup, la relation dans la phase complète qu'on explique depuis la création du jeu auteur jusqu'à la distribution, achat, jusqu'à l'achat du client en boutique, finalement, l'auteur-autrice est présente sur au côté édition, parce que normal, il y a un contact direct avec l'éditeur. En boutique aussi, parce qu'il peut y avoir des actions conjointes d'édition et boutique pour présentation du jeu. Ou pour, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, malheureusement. Alors ça se fait de plus en plus, mais c'est assez récent. Mais il y en a. Là où je veux en venir, c'est dire que le contact boutique-auteur se fait quand même plus facilement que le contact distributeur-auteur, qui reste quand même aussi majeur, je pense, sur l'aspect que tu viens de dire, en disant bah oui, on pourrait avoir finalement une action conjointe de présentation du jeu par l'auteur aux boutiques directement pour faciliter la vente, faciliter la distribution. Il y a plein de choses qu'ils ont à faire, c'est intéressant. Puis c'est une notion de partage. Enfin, je vais te laisser parler, Théo, et puis je vous citerai une anecdote après, mais je trouve ça hyper intéressant d'être proches dans les échanges les uns des autres, parce que justement ça permet de dire aujourd'hui j'ai des relations avec mes éditeurs sur le fait de chercher des jeux qui ont telle thématique par exemple, ou qui utilisent telle mécanique ou ce genre de choses, parce que on leur fait remonter des demandes des boutiques et des clients, et de certains clients spécifiques. Ça m'est arrivé d'avoir des acheteurs d'enseignes type King Jouet par exemple, qui me demandaient aujourd'hui tiens, j'ai pas assez de jeux adultes en dehors de certains jeux bien connus. Est-ce que dans votre catalogue vous avez des jeux pour les ados et adultes, et est-ce que vous pouvez essayer de voir avec des éditeurs pour qu'on puisse avoir justement cette typologie de produits. Donc quand on a développé notre gamme jeux de rôle, on avait peu de jeux de rôle pour les plus jeunes, c'est pour ça qu'on est allé chercher un éditeur spécifique là-dessus, mais c'est intéressant de donner des pistes à des éditeurs pour dire tiens, ce serait bien qu'on ait des jeux qui correspondent un petit peu à ça, ou à cette recherche-là, ou à cette demande-là. Et le fait de pouvoir mettre éventuellement les mêmes messages auprès des auteurs, ça peut permettre de partager l'idée. Tiens, ce serait intéressant d'essayer de chercher à développer un jeu sur telle mécanique ou telle licence ou tel thème, voilà. Et cette relation-là, elle est aussi importante, je pense, que les autres. Théo, tu voulais rebondir ? Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, et sur la relation avec les boutiques, c'est un truc qui commence à se développer, et parfois par l'intermédiaire du distributeur. Alors moi je l'ai eu surtout sur des jeux où c'était de l'autodistribution, typiquement Gigamic ou Yellow, ils distribuent et ils éditent leurs propres jeux, donc c'est une relation auteur-distributeur qui est un petit peu faussée dans cet échange-là. Mais il faut pas oublier que au moins sur les boutiques SP, les boutiques SP, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est un métier de passionné à 100%. Il faut, c'est une surprise pour personne, mais il faut s'y connaître un peu en jeu et aimer les jeux pour réussir à bien les vendre, tout comme c'est pareil pour la BD ou pour ce genre de domaines qui seront très spécifiques. Et donc en fait, les gens qui vendent des jeux, généralement ils aiment bien les jeux, donc ils ont ce contact avec le milieu. Et donc fondamentalement, ils savent comment ça se passe. Donc les quelques fois où j'ai pu échanger avec des boutiques, elles étaient contentes d'échanger avec moi parce que soit elles me connaissaient du milieu, soit juste parce qu'en fait c'est cool de parler avec des gens qui créent des trucs. Et donc c'est vraiment un lien qui se fait assez naturellement et qui fonctionne bien aussi pour ça. En fait, les vendeurs et les vendeuses de jeux, c'est souvent des consommateurs et des consommatrices de jeux vraiment importants. Donc c'est vrai que faire c'est un exemple concret et que j'avais bien aimé faire, mais on avait fait une vidéo avec Elodie Clément, ma co-autrice sur La Maison des Souris, à destination des boutiques et en partie du réseau Waka Waka, qui est un réseau de vente à domicile de boutiques. On avait fait une petite vidéo d'explication de la jeunesse du jeu et même je crois que de ça, un peu de présentation et de la jeunesse de comment ça s'était passé, pour Gigamic qui avait fait du montage et qui leur avait envoyé. Tout le monde était ravi en fait, parce que c'est trop bien de voir ce genre de moment, au-delà de qui que ce soit qui le fasse, hein, mais fondamentalement, moi quand je vois une interview d'un auteur de BD et que je me dis waouh, il a l'air vraiment trop cool, j'ai envie d'acheter sa BD à la fin. Et quand je vois le making-of d'un film, bon, je le fais jamais avant de regarder un film, mais sait-on jamais, ça va me donner envie d'aller regarder le film après, parce que je me suis accroché aux êtres humains qu'il y a derrière. Donc le milieu du jeu est exactement dans les mêmes logiques, et comme la plupart de ces personnes sont directement touchées par l'actualité ludique, on va les toucher, donc ça va leur donner envie d'en savoir un petit peu plus, c'est sûr. Arnaud, t'avais une anecdote pour clôturer l'émission ? Ouais,
Pour moi, c'est une des anecdotes qui m'a fait à un moment le plus me dire j'ai envie de rester dans ce milieu, j'ai envie de partager des trucs et j'ai envie de continuer à lui apporter ce que je peux lui apporter. C'était au off du Festival de Cannes il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Où, alors le off, je pense que Théo le connaît très bien et toi aussi Fyriel, mais pour les autres c'est effectivement le soir après le Festival des Jeux de Cannes, souvent des jeunes auteurs qui viennent montrer leurs prototypes et c'est un milieu, enfin c'est un endroit où on a tendance à se retrouver aussi en professionnel le soir pour boire des bières et discuter et échanger et autres. Et il y a 4-5 ans, je me suis retrouvé à une table d'un jeune auteur qui depuis a été édité en plus sur ce jeu-là. Et il présente son jeu et à sa table, il y avait moi, il y avait Bruno Catala de mémoire, devait y avoir Alain de chez Blue Cocker et Antoine de Lumberjack. Et je me suis mis 2 minutes à la place de ce mec qui sait très bien à qui il a affaire en face de lui, qui s'est foutu une pression de dingue pour présenter son jeu. Mais qui a eu des retours qui étaient juste géniaux derrière et je me dis c'est comme si j'avais mon groupe de rock et que j'avais dans la salle Madonna, Michael Jackson et puis Elvis quoi. Et il y a que dans ce milieu là où j'ai vu un truc pareil et j'ai vu un échange autour de cette table. En plus on s'est marré comme des baleines avec une vraie passion et une vraie envie justement d'apporter à ce jeune auteur l'expérience de tout ce petit monde pour l'aider à sortir son jeu derrière. Et ça j'ai trouvé ça juste génial et j'avais jamais connu ça auparavant. Jamais. Et est-ce que le jeu est sorti ? Et le jeu est sorti chez Le Droit de Perdre de mémoire. J'ai pas envie de faire de bêtises sur le nom de l'auteur dont je ne me souviens absolument plus. Mais il est sorti chez François du Droit de Perdre et on avait passé un super moment. Et il y a que ce milieu-là qui permet ça aujourd'hui, enfin quasiment. J'ai jamais rien vu d'autre quoi. Et c'était juste. Belle anecdote. Théo, un dernier retour, mot, qu'est-ce qu'on aurait oublié de faire le tour ? Non, c'est dur parce que j'aime beaucoup cette anecdote et j'ai envie d'en raconter plein qui vont dans ce sens-là parce que c'est un des trucs que je trouve merveilleux dans ce milieu, vraiment cette accessibilité c'est magique, des différentes personnes. Et c'est, moi, je le dis tout le temps, mais je le redis parce que comme ça fait un bon truc de clôture. Mais j'ai été extrêmement bien accueilli dans ce milieu quand j'étais jeune auteur et que j'ai débarqué en ne connaissant rien et juste en voulant faire des jeux et rencontrer du monde par des gens qui sont, à proprement parler, dans notre milieu, vraiment des stars. Ou du moins des gens qui sont vraiment importants et qui ont eu des impacts majeurs dans le milieu et c'est chouette de voir que ça continue et que ça se propage et même si le milieu grandit et que on va pas dire qu'il n'y a pas de méchantes personnes dans le milieu, il y a quand même des gros cons comme dans tous les milieux et il y a des gens qui viennent pas aux tables donner des conseils ou alors en étant désagréables. C'est clair. Mais dans l'absolu il y a toujours une espèce de familiarité et de trucs très très chouettes que je trouve vraiment très joli et qui j'espère va continuer année après année en tout cas. Et j'y crois pas mal. On le répétera jamais assez, mais c'est vrai que c'est un milieu qui reste assez humain pour le moment. Je sais pas comment ça va évoluer, j'espère dans le bon sens. Mais clairement, venez vous balader en festival, vous verrez que c'est toujours plaisant de rencontrer les gens qui vous font des jeux et qui sont 90% du temps accessible et humain et ils parlent comme des gens normaux à des gens normaux, c'est incroyable. Ok, Arnaud, 1000 fois merci de ta venue, c'était super intéressant vraiment. Mais ce fut un vrai plaisir. Alors j'ai eu conscience de pas toujours être très clair parfois dans ce que j'ai pu dire, mais voilà, n'hésitez pas à ressortir des mots, à les remettre dans l'ordre et à comprendre ce que je voulais dire. Je crois que ça allait. Moi j'ai tout compris en tout cas. Merci Théo, t'es adorable. Ok, Théo, je vais pas dire qu'on se retrouve le mois prochain parce que je ne sais pas si ce sera le cas, mais je le souhaite. Je vais essayer d'avancer sur les choses qu'on doit faire pour que tout se passe bien et qu'on se retrouve rapidement. Mais... Parce qu'on a plein d'idées, on en a discuté, on a envie de faire plein de choses encore, mais je sais pas si on trouvera le temps de le faire. On a un chouette nouveau format qui va peut-être arriver. En tout cas, j'ai commencé à en parler autour de moi, les retours sont bons, donc il faut juste qu'on chapeaute ça pour que ça arrive rapidement. Motivons-nous pour les beaux jours. Ah, le teasing de malade. Ok, comme toujours, 6388 est une émission du label du vaisseau Hypersensas, donc n'hésitez pas à venir sur notre Discord et notre Patreon pour laisser un mot, dire bonjour ou nous laisser 1 euro ou autre pour nous motiver un peu plus. Je ne dis jamais ça dans les émissions, c'est la première fois, moi je le fais. Voilà, prenez soin de vous, on vous kiffe. Ciao. Des bisous. Merci, bisous.
Fin de transmission.